Il existe des pierres qui semblent contenir davantage que du silence. Elles s'élèvent au bord du désert, immobiles, comme si elles attendaient qu'une mémoire effacée revienne enfin. On les appelle pyramides, mais leur nom n'est qu'une étiquette fragile posée sur un mystère plus vaste que l'histoire officielle. Et si leur origine n'était pas celle qu'on nous raconte? Et si elles appartenaient à une époque bien plus ancienne, à un monde englouti par la glace et le temps? Dans ce récit monstrueux, nous suivrons les traces d'indices souvent négligés, érosion étrange, alignements célestes, mythes oubliés. Non pour affirmer, mais pour contempler. Car parfois la vérité ne réside pas dans les certitudes, mais dans les questions qui nous hantent au détour des pierres muettes. Sous le soleil du plateau de Gizeh, les pyramides semblent éternelles. Leur masse domine l'horizon, figée dans une tranquillité que rien ne paraît pouvoir troubler. Et pourtant, lorsque l'on approche de leurs pierres, un doute silencieux se glisse. Ces blocs immenses, ajustés avec une précision qui défie l'usure des millénaires, portent des marques que la chronologie officielle peine parfois à expliquer. On nous dit qu'elles furent bâties il y a environ 4500 ans sous l'ordre de pharaons dont les noms se sont transmis jusqu'à nous. Mais certains détails suggèrent une histoire plus ancienne, plus obscure, comme si ces monuments avaient retraversé non seulement l'histoire humaine mais aussi les âges géologiques. Les pierres de Gizeh racontent autre chose que ce que l'archéologie classique affirme. Leur surface, usée, fissurée, présente parfois des signes d'érosion qui ne ressemblent pas à celles causées par le vent du désert. Elles évoquent sans plutôt la trace d'anciennes pluies, persistantes et abondantes, tombées bien avant que l'Égypte ne devienne un royaume de sable. Car il fut un temps, disent les géologues, où le Sahara était vert, parcouru de rivières et de lacs, et même plus tôt encore, un temps où les glaces recouvraient de vastes portions du globe. L'idée paraît impossible. Comment des monuments de pierre d'une telle complexité auraient-ils pu précéder les premières civilisations connues? Et pourtant, certains indices ne cessent d'intriguer. Lorsque l'on contemple la grande pyramide de Khéops, haute de près de 147 mètres à l'origine, composée de plus de 2 millions de blocs, on comprend la démesure de l'entreprise. Les méthodes traditionnelles d'égyptologie affirment qu'un immense effort collectif de dizaines de milliers d'ouvriers, durant plusieurs décennies, permit cet exploit. Mais d'autres chercheurs observent que l'alignement presque parfait sur les points cardinaux, la correspondance subtile avec la ceinture d'Orion, ou encore les proportions mathématiques inscrites dans sa structure, semblent pointer vers un savoir plus ancien, dépassant la simple organisation d'un chantier pharaonique. Ce savoir ancien pourrait-il remonter à une époque bien plus reculée, avant même la fin de la dernière glaciation, il y a environ 12 000 ans? Cette hypothèse, souvent marginalisée, ressurgit sans cesse dans les débats, car elle entre en résonance avec d'autres sites, d'autres pierres ailleurs dans le monde. À Göbekli Tepe, en Turquie, des structures monumentales datées d'environ 11 000 ans défient déjà les certitudes. On y trouve des piliers mégalithiques ornés de symboles complexes, construits par des hommes supposés encore chasseurs-cueilleurs. Si un tel site existe, pourquoi d'autres ne pourraient-ils pas avoir surgi plus tôt le long du Nil? Les mythes égyptiens eux-mêmes semblent se murmurer l'existence d'un temps antédiluvien. Les anciens prêtres parlaient d'une époque de dieux rois, de dynasties divines qui auraient régné des milliers d'années avant les pharaons. Ces récits, au moins consignés par Manéthon au IIIe siècle avant notre ère, paraissent fabuleux, mais ils évoquent la possibilité d'une mémoire très ancienne, transmise à travers des légendes. Et lorsque l'on regarde les pyramides non comme des tombes, mais comme des vestiges de connaissances perdues, ces mythes prennent une coloration nouvelle. La pierre conserve ce que l'écrit oublie. Dans la masse des blocs calcaires, on perçoit une obstination, une volonté de défier le temps. Pourquoi ériger une montagne de pierre, si ce n'est pour laisser un message qui puisse traverser les âges? Peut-être que ces monuments ne furent pas seulement bâtis pour glorifier un souverain, mais pour servir de relais à une mémoire antérieure, un héritage transmis de civilisations effacées par le cataclysme de l'âge glaciaire. Certains indices géologiques renforcent cette impression. Les chercheurs qui ont étudié le sphinx voisin, par exemple, ont observé des stries verticales sur son corps, des formes d'érosion qui ressemblent davantage à celles causées par une exposition prolongée à des pluies abondantes qu'au seul vent du désert. Or, la dernière fois que l'Égypte connut de telles pluies remonte à plus de 10 000 ans, à la fin du Pléistocène. Si le sphinx fut sculpté à cette époque, alors il serait bien plus ancien que les pharaons qui l'auraient seulement restauré. Et si le sphinx est plus ancien, pourquoi pas les pyramides elles-mêmes? Le sol du plateau, lui aussi, porte des cicatrices.
Sous les assises des pyramides, les couches rocheuses révèlent des signes d'altération qui semblent indiquer une interaction ancienne avec des eaux stagnantes ou ruisselantes. Ces détails ne constituent donc pas des preuves définitives, mais ils entretiennent le doute, car l'archéologie n'est pas une science figée. Elle évolue au rythme des découvertes et chaque anomalie non expliquée rappelle que notre histoire pourrait être incomplète. Dans cette perspective, les pyramides deviennent plus qu'un simple exploit d'ingénierie. Elles apparaissent comme des survivantes, des monuments capables de résister non seulement aux siècles, mais aux bouleversements du climat et aux effondrements de civilisations. On peut imaginer un peuple, vivant aux confins de l'âge glaciaire, confronté à la montée des eaux, aux cataclysmes naturels, cherchant à préserver son savoir dans la pierre. Le Nil, alors plus généreux et verdoyant, aurait pu servir de berceau à une communauté capable de concevoir de tels édifices. Et lorsque la glace fondit, submergeant des terres entières, ce peuple aurait disparu, ne laissant derrière lui que des monuments trop vastes pour être effacés. L'idée d'une Égypte antédiluvienne n'est pas une invention moderne. Des auteurs grecs comme Platon rapportaient déjà des récits où les prêtres égyptiens évoquaient une catastrophe ancienne qui aurait englouti une grande civilisation. L'Atlantide mentionnée dans le Timée et le Critias pourrait n'être qu'une métaphore, mais elle témoigne d'une mémoire d'effondrement et de reconstruction. Et si les pyramides étaient le vestige de cette mémoire, un phare de pierre indiquant qu'un autre monde avait existé avant le nôtre, les alignements astronomiques renforcent cette aura de mystère. La grande pyramide, orientée presque parfaitement vers le nord, semble contenir une précision qui dépasse les capacités supposées des bâtisseurs de l'âge du bronze. Certaines galeries internes pointent vers des étoiles particulières, comme si les constructeurs avaient voulu ancrer leur œuvre dans une carte céleste immuable. Mais le ciel n'est pas immobile. Il change au fil des millénaires, sous l'effet de la précession des équinoxes. Ainsi, certains chercheurs estiment que les alignements les plus précis correspondent non pas à l'époque des pharaons, mais à un ciel d'environ 10 500 ans avant notre ère, soit précisément à la fin de l'âge glaciaire. Ce décalage temporel invite à reconsidérer le rôle des pyramides. Peut-être n'étaient-elles pas seulement des tombeaux, mais des instruments de transmission, des observatoires éternels fixant dans la pierre un instant du ciel, une mémoire cosmique. En cela, elles deviendraient des archives, non pas de rois éphémères, mais d'un savoir destiné à survivre à l'oubli. L'hypothèse reste fragile, sujette à débat. Les archéologues traditionnels rappellent que les preuves matérielles de civilisations complexes avant 4000 JC manquent cruellement. Pourtant, chaque découverte récente, comme Göbekli Tepe, élargit le champ des possibles. Peut-être que nous n'avons encore mis au jour qu'une fraction des vestiges enfouis sous le sable ou engloutis par les mers. Si d'autres monuments dorment encore, ils pourraient bouleverser notre chronologie et confirmer ce que les pyramides murmurent déjà, que l'histoire humaine s'étend bien au-delà de ce que nous croyons. Les pierres de Gizeh se dressent alors comme des témoins muets d'un passé que nous ne savons plus lire. Elles invitent à l'humilité, à accepter que ce que nous appelons « histoire » n'est peut-être qu'un fragment, un éclat de mémoire dans un océan de siècles. Chaque bloc, chaque alignement, chaque trace d'érosion pourrait être la clé d'un récit oublié, celui d'hommes et de femmes qui vécurent dans un monde radicalement différent, un monde de glace et de crainte, mais aussi de génie et de survie. Dans ce silence, au cœur du désert, on comprend que l'énigme des pyramides n'est pas seulement celle de leur construction, mais celle du temps lui-même. Et si ces pierres avaient été dressées avant que la glace ne se retire, alors elles ne seraient pas seulement des monuments égyptiens, mais des vestiges d'une humanité plus ancienne, échappée de l'oubli pour venir se poser comme une question immuable, gravée dans la pierre. Aujourd'hui, le Sahara s'étend comme une mer de sable figé, un océan silencieux où la chaleur étouffe chaque souffle de vent. Pourtant, il n'en a pas toujours été ainsi. Sous les dunes et les plateaux, le désert cache la mémoire d'un monde radicalement différent, un monde d'eau, de rivières, de lacs immenses, de vallées verdoyantes où s'épanouissaient faune et flore. Ce contraste presque inconcevable invite à regarder les pyramides d'un autre œil. Car si le Sahara a été, il y a des millénaires, un territoire fertile, cela signifie que les monuments du Nil ont peut-être vu le jour dans un environnement bien différent de celui que nous connaissons. Les géologues appellent cet ancien visage de l'Afrique du Nord le Sahara vert. Il y a environ 10 000 à 12 000 ans, à la fin de la dernière période glaciaire, d'abondantes pluies tombaient sur la région.
Le désert que nous voyons aujourd'hui était alors une savane luxuriante. Des images satellites modernes révèlent les vestiges de réseaux fluviaux disparus, lits de rivières enterrés sous les sables, deltas asséchés, cicatrices d'anciens lacs aussi vastes que des mers intérieures. Des campagnes archéologiques, menées dans ces zones arides, ont mis au jour des coquilles fossilisées, des dépôts de sédiments lacustres, des peintures rupestres montrant troupeaux, crocodiles, girafes, scènes de chasse et de navigation. Autant de témoignages indiquant que là où règne aujourd'hui le silence minéral, des communautés humaines prospéraient autrefois, entourées d'animaux et de cours d'eau. Ce Sahara vert n'était pas un simple épisode climatique local. Il s'inscrivait dans une oscillation plus vaste, liée aux cycles astronomiques qui modifient l'inclinaison de la Terre et, par conséquent, la répartition des pluies. Lorsque le Sahara recevait des pluies nourricières, le Nil en était transformé, son débit augmentait, ses rives s'élargissaient et les plaines alentour devenaient un d'immenses jardins. C'est dans ce contexte que certains chercheurs maintenant situent la possible émergence de sociétés capables d'ériger des monuments durables. Imaginons un instant le plateau de Gizeh, non pas comme un désert, mais comme une colline dominant un paysage fertile. Autour, des villages de pierre et de bois, des champs irrigués, des cours d'eau temporaires nourrissant la vallée. Les pyramides, dans un tel décor, n'auraient pas paru des anomalies au milieu d'un océan de sable, mais des centres visibles, des phares au sein d'une terre vivante. Cette image bouleverse notre perception. Elles cessent d'être des îlots inexplicables dans l'aridité et deviennent les héritières d'un monde où la nature offrait davantage de ressources et de possibilités techniques. Les preuves de ce Sahara humide abondent. Dans le désert libyen, à des centaines de kilomètres à l'ouest du Nil, des chercheurs ont découvert le site de Nabta Playa, daté d'environ 7500 à 7000 ans avant notre ère. Ce lieu contenait un calendrier mégalithique, des cercles de pierre alignés sur les étoiles et les solstices. Cela suggère que, bien avant l'Égypte pharaonique, des populations sahariennes observaient le ciel et inscrivaient leur savoir dans la pierre. Ces peuples, confrontés à la désertification progressive du Sahara, auraient migré vers la vallée du Nil, emportant avec eux des traditions d'observation et de construction. Ainsi, les pyramides pourraient être vues non comme une invention soudaine, mais comme l'aboutissement d'une lente migration de connaissances issues d'un monde verdoyant englouti par l'aridité. Lorsque les pluies cessèrent, il y a environ 5000 ans, le Sahara devint peu à peu l'immense désert que nous connaissons. Mais avant cette transformation, pendant des millénaires, l'Afrique du Nord avait été un carrefour de vie et de savoir. Les pyramides, si elles portent en elles des traces d'une science héritée, pourraient en être les dernières pierres visibles d'une mémoire née dans ces paysages aujourd'hui effacés. Cette hypothèse entre en résonance avec certains détails de l'architecture pyramidale. Le gigantisme des monuments, leur orientation précise, leurs liens avec les cycles stellaires, semblent moins surprenants si on les considère comme le prolongement d'une tradition très ancienne, née dans une Afrique verdoyante et transmise par des générations de bâtisseurs nomades. L'eau, alors omniprésente, aurait offert les conditions idéales pour tailler, transporter et ériger des blocs massifs. La disparition de ces ressources, avec l'avancée inexorable du désert, aurait condamné la plupart des traces de cette culture, ne laissant visibles que les monuments les plus durables. La mémoire de ce Sahara vert subsiste aussi dans l'art rupestre. Dans les grottes du Tassili Nadjer en Algérie, d'immenses fresques vieilles de plusieurs milliers d'années montrent des scènes de vie quotidienne. On y voit des barques glissant sur des eaux calmes, des troupeaux de bovidés paissant dans des prairies luxuriantes, des hommes et des femmes ornés de peintures corporelles. Ces représentations sont bien réelles. Elles témoignent d'un monde disparu que les habitants de l'époque ont voulu graver pour qu'il ne s'efface pas. Elles sont aussi des rappels que le désert, avant d'être un tombeau de sable, fut un écrin de vie. Les Égyptiens eux-mêmes semblaient chacun garder le souvenir de ces âges anciens. Leurs textes mythologiques parlent d'une « première fois », un âge primordial où les dieux créèrent l'ordre à partir du chaos des eaux. Ce récit pourrait être une métaphore cosmologique, mais il reflète aussi peut-être une mémoire climatique, celle d'un temps où l'eau recouvrait le monde avant que la sécheresse n'impose son règne. Les pyramides, donc par leur forme géométrique parfaite, pourraient alors être vues comme des tentatives de fixer un ordre éternel, un équilibre perdu lorsque les pluies disparurent et que le désert s'installa. En étudiant les sédiments du Nil, les géologues trouvent encore des traces de ces cycles anciens.
Les dépôts témoignent d'alternance entre crues abondantes et phases de sécheresse. Chaque strate est une page d'histoire naturelle, inscrivant la mémoire des climats qui se succédèrent. Ces données confirment que la vallée du Nil fut profondément transformée par les oscillations climatiques de la fin du Pléistocène et du début de l'Holocène. Si l'on admet que les populations de cette époque suraient s'adapter à ces changements, il n'est pas impossible qu'elles aient aussi cherché à ériger des monuments défiant la nature et le temps. Le désert qui fut une mer rappelle que notre vision du passé est partielle. Nous croyons voir les pyramides dans un cadre éternel, mais ce cadre est mouvant, réversible. Là où nos yeux perçoivent comme du sable, il y avait autrefois des vagues. Là où nous imaginons l'isolement, il y eut des réseaux d'eau reliant les hommes entre eux. Les pyramides posées au bord de ce Nil ancien auraient alors été des balises, des points fixes dans un monde changeant, des montagnes de pierre face au flux de l'eau et du temps. Et si ces monuments avaient été construits non pas dans un désert immobile, mais dans un pays traversé de rivières et de pluies, cela change tout. Leur conception, leur signification, leur rôle se redéfinissent. Elles ne seraient plus seulement des symboles funéraires, mais des marques de continuité, des témoins d'un monde où l'eau régnait et dont il ne reste aujourd'hui que des traces fossilisées. Sous le sable, les pierres dorment encore. Des vestiges de villages préhistoriques, des outils, des fragments de poterie, des ossements d'animaux aquatiques. Chaque découverte rappelle que le Sahara est un palimpseste, un livre effacé par le vent, mais dont les pages anciennes réapparaissent peu à peu. Les pyramides, dressées à la frontière entre ce désert et la vallée fertile, pourraient être le dernier chapitre visible de cette histoire, le seul encore lisible à ciel ouvert. La Terre garde en elle une mémoire silencieuse, enfermée dans la glace. Comme des archives cristallines, les glaciers et les calottes polaires conservent les traces de climats disparus, de volcans oubliés, d'airs que l'homme ne connut jamais. Dans chaque bulle d'air piégée sous la glace, dans chaque couche sédimentaire figée au froid, se cache une chronologie millénaire que les chercheurs apprennent à déchiffrer. Cette mémoire gelée raconte l'histoire de cycles immenses, de cataclysmes et de renaissances, et elle pose une question troublante. Si les pyramides existaient déjà avant la fin du dernier âge glaciaire, quel monde auraient-elles traversé ? L'ultime glaciation, appelée le dernier maximum glaciaire, atteignit son apogée il y a environ 20 000 ans. De vastes calottes recouvraient l'Amérique du Nord, l'Europe du Nord, une partie de l'Asie. Le niveau des mers était plus bas de plus de 100 mètres, laissant émerger des terres aujourd'hui englouties. Les continents étaient quant et reliés différemment. La Grande-Bretagne faisait corps avec l'Europe, l'Indonésie avec l'Asie continentale, et sous l'Atlantique, des plateaux entiers aujourd'hui submergés formaient encore des îles perdues. Dans ce monde glacé, l'Afrique du Nord connaissait des climats plus tempérés, parfois plus humides, parfois plus rudes. Le Nil, fleuve nourricier, coulait déjà, mais son visage n'était pas celui que nous connaissons. Lorsque les glaces en commencèrent à fondre, il y a environ 12 000 ans, le monde entra dans une transition brutale. Les océans montèrent, engloutissant des côtes entières, forçant des populations à se déplacer. Les chercheurs parlent de l'événement de Younger Dryas, une période de refroidissement soudain qui survint entre 12 900 et 11 700 ans avant notre ère, interrompant le réchauffement en cours. Cet épisode marqua profondément les paysages et les sociétés humaines. Certains suggèrent qu'il aurait été provoqué par un impact cosmique ou une série d'explosions de comètes. D'autres l'expliquent par des bouleversements océaniques. Quoi qu'il en soit, ce fut un temps de chaos climatique, de bouleversements rapides, où les certitudes d'un monde disparaissaient dans l'inconnu. Si les pyramides avaient été conçues avant cette transition, elles auraient traversé l'un des plus grands cataclysmes de l'histoire géologique récente. Elles auraient en vue le retrait des glaces, l'élévation des mers, la transformation de continents entiers. Elles auraient survécu là où d'autres traces humaines auraient disparu, emportées par les vagues ou effacées par le temps. Ce simple constat suffit à leur donner une aura particulière. Elles seraient non seulement des monuments de pierre, mais des survivantes d'un monde englouti. La mémoire gelée des calottes polaires confirme que ce passage fut marqué par des changements violents. Des carottes de glace prélevées au Groenland et en Antarctique montrent des variations soudaines de température, parfois de 10 degrés en quelques décennies. Pour l'humanité encore fragile, vivant de chasse et de cueillette, ces changements furent des épreuves. Mais si une société plus avancée existait déjà, comme certains le supposent, elle dut faire face à des bouleversements d'une ampleur qui dépasse l'imagination. Peut-être est-ce pour cela que des monuments de pierre furent érigés.
pour préserver, pour transmettre, pour laisser une marque indestructible face à la disparition de tout le reste. Dans cette hypothèse, les pyramides apparaissent comme des ancrages temporels. Elles se dressent non seulement face au désert, mais face au temps lui-même, comme si leurs bâtisseurs avaient compris que les cycles glacés balayeraient où les mémoires tombent fragiles et qu'il fallait inscrire dans la pierre un témoignage plus durable. Les mythes de déluge que l'on retrouve à travers le monde, de l'épopée sumérienne de Gilgamesh aux récits bibliques, des légendes amérindiennes aux traditions hindoues, pourraient en être les échos d'un même souvenir, celui de la montée brutale des eaux à la fin de l'âge glaciaire. Ces récits, transmis de peuple en peuple, auraient en préservé la mémoire de l'inondation planétaire, tandis que les pyramides, elles, auraient figé ce souvenir dans la matière. Le plateau de Gizeh, aujourd'hui sec et aride, n'a pas échappé à ces bouleversements. Le Nil changea plusieurs fois de cours au fil des millénaires. Des études géologiques montrent qu'il connut des périodes de crues colossales, nourries par les glaciers d'Afrique de l'Est en train de fondre. Dans un tel contexte, le plateau surélevé aurait été un refuge, un promontoire épargné par les inondations. Les monuments érigés là auraient été protégés, tandis que d'autres traces, plus proches des plaines, auraient été effacées. Cela expliquerait pourquoi nous ne voyons plus que ces édifices immenses alors que l'essentiel de la culture qui les aurait portés a disparu. La mémoire gelée est aussi inscrite dans les pierres elles-mêmes. Certaines parois du Sphinx et des temples de la vallée montrent des signes d'érosion que plusieurs géologues attribuent à une exposition prolongée à de fortes pluies. Or, ces pluies n'existaient que bien avant l'époque pharaonique, lorsque l'Afrique du Nord recevait encore les retombées d'un climat radicalement différent. Si le Sphinx et les pyramides portent ces marques, alors ils ont connu l'eau, ils ont connu le temps des pluies, ils ont connu la mémoire humide d'un monde qui n'était pas encore désert. Dans ce jeu de traces, de glace et de pluie, une image se dessine, celle d'une humanité plus ancienne qu'on ne le croit, ayant traversé les cataclysmes de la fin du Pléistocène. Peut-être ne s'agissait-il pas d'un empire vaste et unifié, mais de communautés avancées, dispersés Kranzia, partageant un savoir commun transmis par l'observation des astres et la maîtrise de la pierre. Les pyramides, alors, ne seraient pas une anomalie, mais la preuve ultime de leur existence, la relique d'un monde effacé par la fonte des glaces et l'avancée des sables. Il est troublant de penser que des fragments de ce monde dorment encore sous les océans. Lorsque le niveau des mers monta de plus de 100 mètres, d'innombrables rivages furent engloutis. Deltas fertiles, villages côtiers, ports primitifs, peut-être même des monuments de pierre. Sous les eaux de la Méditerranée, de l'Atlantique ou de la mer Rouge, il reste sans doute des traces enfouies que nous n'avons pas encore découvertes. La mémoire de l'âge glaciaire ne se trouve pas seulement dans les glaces des pôles, mais aussi dans ces vestiges invisibles recouverts par les flots. Cette mémoire gelée nous rappelle que l'histoire humaine est bien plus fragile que la géologie. Nos civilisations, même les plus brillantes, reposent sur des climats stables. Lorsque la Terre change de visage, lorsque les glaces avancent ou se retirent, tout peut disparaître. Les pyramides, si elles viennent d'un autre âge, sont alors le témoignage de la volonté humaine de lutter contre l'oubli, de résister aux cycles inexorables. Elles seraient, en ce sens, des mémoires fossiles, dressées pour défier le temps, pour survivre aux glaciations et aux déluges, et pour parvenir jusqu'à nous comme une question muette. Et dans le silence de leurs pierres, sous le ciel d'Égypte, elles portent peut-être encore l'écho du froid, l'empreinte de la glace, la mémoire des âges gelés. Lorsque l'on s'approche du Sphinx, son visage mutilé et son corps allongé dans la roche semblent parler d'un temps immémorial. Mais ce ne sont pas seulement ses traits, effacés, qui intriguent. Ce sont surtout les marques, les stries, les creux qui parcourent tout son corps et les murs de l'enceinte qui l'entoure. Car ces cicatrices ne ressemblent pas à celles laissées par le vent du désert. Elles portent l'empreinte de l'eau, comme si des plus puissants ou des plus puissantes avaient frappé cette pierre durant des siècles. Or, le climat actuel de l'Égypte, aride depuis plus de 5 millénaires, ne peut expliquer une telle usure. Les érosions du plateau de Gizeh définissent ainsi l'histoire officielle et ouvrent la porte à une chronologie bien plus ancienne. Les géologues qui se sont penchés sur la question ont remarqué des différences fondamentales entre l'érosion éolienne, causée par le vent et le sable, et l'érosion hydrique provoquée par l'eau de pluie. La première laisse des surfaces polies, abrasées, des arêtes vives. La seconde creuse des cannelures verticales, arrondit les angles, crée des cavités irrégulières.
En observant le sphinx, plusieurs chercheurs, dont Robert Schoch de l'Université de Boston, ont conclu que les marques visibles correspondent indubitablement à l'action prolongée d'eau pluviale. Si cela est vrai, cela signifie que le sphinx, et peut-être certains temples voisins, furent sculptés il y a plus de 9000 ou 10 000 ans, lors d'une période où l'Égypte recevait encore de fortes pluies, bien avant l'ère pharaonique. Cette hypothèse, naturellement, bouleverse les chronologies admises. Car si le sphinx est plus ancien, alors les pyramides elles-mêmes pourraient en l'être. Les blocs qui composent les temples de la vallée, réutilisant parfois les pierres retirées de l'enceinte du sphinx, montrent la même usure hydrique. Tout cela suggère que les bâtisseurs œuvraient dans un environnement très différent de celui que nous voyons aujourd'hui, un plateau exposé à des pluies intenses, bien avant que le désert n'impose sa loi. Le débat ne cesse d'opposer archéologues et géologues. Les premiers rappellent que les preuves historiques situent la construction du sphinx et des pyramides autour de 2500 AVJC sous Képhren et Khéops. Ils soulignent que l'absence de traces écrites antérieures rendant compte de ces monuments rend peu probable une origine plus ancienne. Les seconds répondent que la pierre, elle, ne ment pas. Que l'érosion est une archive plus fiable que les récits, car elle témoigne d'événements qui dépassent la mémoire humaine. Et dans la chair du plateau de Gizeh, la mémoire de la pluie reste inscrite, indélébile. Mais les érosions ne concernent pas seulement le sphinx. Certaines parties des pyramides montrent elles aussi des altérations étranges, comme si leurs assises inférieures avaient été exposées à des eaux stagnantes ou ruisselantes. L'humidité du Nil, lors de crues plus anciennes, pourrait en partie l'expliquer. Mais certains géologues évoquent en l'idée que le plateau entier connut des épisodes de pluie torrentielle avant de basculer vers l'aridité. Si tel est le cas, alors les monuments du Nil se dressent au carrefour de deux mondes climatiques, celui des pluies et celui du désert. Les marques d'érosion se retrouvent également ailleurs en Égypte sur des structures plus modestes. Certaines tombes taillées dans la roche datées de manière incertaine portent elles aussi les cicatrices de l'eau. Tout cela laisse entrevoir un paysage radicalement différent, où les monuments naissaient non pas dans un désert immobile, mais dans une contrée encore soumise aux caprices du ciel. Les bâtisseurs auraient-ils connu un monde de pluie, puis leurs œuvres auraient été léguées aux générations suivantes, qui, voyant s'étendre le désert, auraient oublié cette mémoire climatique. Cette hypothèse rejoint celle d'un cataclysme global, marquant la fin de l'âge glaciaire. Des pluies andiluviennes, provoquées par la fonte rapide des glaces et la réorganisation des climats, auraient pu frapper chez l'Afrique du Nord. Le sphinx et les pyramides auraient alors connu une époque d'inondation, d'averses prolongées avant que la sécheresse ne s'installe pour toujours. Les marques sur la pierre ne seraient donc pas de simples anomalies, mais les stigmates d'un monde en transition, d'un passage violent entre l'âge des glaces et l'âge du sable. Le symbolisme égyptien lui-même semble garder le souvenir de cette eau. Dans de nombreux récits, les dieux surgissent d'un océan primordial. Le Nuhun, vaste étendue liquide d'où naît la colline originelle. Les temples et pyramides, par leur forme pyramidale ou collinaire, peuvent être interprétés comme des représentations de cette butte sacrée émergeant des eaux. Peut-être ces mythes ne sont-ils pas de simples images spirituelles, mais la réminiscence d'une réalité vécue, celle d'un monde où l'eau recouvrait la terre avant que le désert ne triomphe. Les érosions de Gizeh ne sont pas seulement des indices techniques, elles sont aussi des empreintes poétiques. Elles transforment la pierre en un palimpseste où s'écrit l'histoire du climat, du ciel et de la terre. Chaque strie verticale, chaque creux arrondi raconte la patience de la pluie, la lenteur des siècles, l'oubli des hommes. Elles rappellent que les monuments ne sont pas isolés de la nature, mais qu'ils en portent les stigmates. Et dans ce dialogue entre l'homme et le climat, se joue une histoire plus vaste que celle des dynasties, l'histoire de la Terre elle-même. Si nous acceptons l'idée que ces érosions témoignent d'une époque plus ancienne, alors les pyramides deviennent autre chose qu'un exploit pharaonique. Elles deviennent des archives climatiques, des monuments où la pierre enregistre non seulement la volonté des bâtisseurs, mais aussi les caprices des saisons et les bouleversements des âges. Elles sont à la fois architecture et géologie, mémoire humaine et mémoire terrestre. Cette dualité invite à une autre lecture. Peut-être que les bâtisseurs, conscients de l'impermanence des choses, ont choisi la pierre précisément parce qu'elle pouvait résister aux pluies et aux vents. Peut-être savaient-ils que leurs écrits disparaîtraient, mais que la pierre, elle, parlerait encore, même déformée, même rongée. Ce choix alors
n'était pas seulement technique, il était un pari sur l'avenir, une volonté de graver un témoignage qui défierait le temps et ses érosions. Ainsi, les marques d'eau sur le sphinx et les temples ne sont pas seulement des anomalies géologiques, elles sont aussi des voix, des murmures, des avertissements. Alors elles nous disent que le temps est plus long que nos certitudes, que l'histoire humaine n'est peut-être qu'un chapitre tardif dans le grand livre du climat. Elles nous rappellent que nous ne comprenons qu'une partie de ce que les pierres savent, et que leur silence, souvent, en dit plus que nos récits. Dans la lumière douce du crépuscule, lorsque les ombres s'allongent sur le plateau, les cicatrices du sphinx apparaissent plus visibles, comme si elles voulaient se dévoiler. Et dans ces strita profondes, dans ces cavités arrondies, on croit entendre le bruit d'anciennes pluies, tombant sur la pierre il y a des millénaires, des pluies qui ne reviendront jamais, mais dont la trace demeure, gravée à jamais dans la roche. Au bord du plateau de Gizeh, le sphinx repose dans un silence millénaire. Mi-lion, mi-homme, il semble garder le désert d'un regard à demi effacé. Son visage mutilé, son nez absent, ses traits usés par le vent n'ont pourtant pas réussi à dissiper l'aura de mystère qui l'entoure. Si les pyramides intriguent par leur gigantisme, le sphinx fascine par son énigme. Nul ne sait avec certitude quand il fut sculpté, ni même à quelle figure il était censé ressembler. Son corps colossal, taillé dans la roche du plateau, porte des traces d'érosion qui défient en topie l'histoire officielle, et son expression, même mutilée, paraît contenir une vérité silencieuse que les siècles n'ont pas effacée. La tradition égyptologique situe sa création sous le règne du pharaon Khéphren, vers 2500 avant notre ère. Cette hypothèse repose sur la proximité de la statue avec le complexe funéraire de ce roi et sur quelques indices archéologiques retrouvés dans la zone. Mais aucun texte ancien n'évoque explicitement la commande ou l'inauguration du sphinx. Aucun hiéroglyphe, aucune inscription n'a été gravée à ses pieds pour fixer sa date de naissance. Il est là simplement comme s'il avait toujours été là, comme si les pharaons l'avaient trouvé et adopté. Certains égyptologues ont avancé que le visage du sphinx aurait été retaillé au fil du temps, modifiant une forme plus ancienne pour la rapprocher des traits de Khéphren. D'autres soulignent que le corps, disproportionné par rapport à la tête, témoigne peut-être d'une reprise ou d'une restauration. Ces hypothèses renforcent l'idée que le sphinx n'appartient pas pleinement au règne du pharaon, mais plonge ses racines dans un passé plus ancien dont nous avons perdu les repères. Les géologues, eux, s'intéressant à la pierre elle-même. Ils observent que l'érosion du sphinx n'est pas celle du vent et du sable, mais celle de l'eau. Les stries verticales, les cavités arrondies sur ses flancs, suggèrent à l'action prolongée de pluies diluviennes. Or, l'Égypte n'a pas connu de telles pluies depuis plus de 7000 ou 8000 ans. Cela signifierait que le sphinx a été sculpté à une époque bien antérieure au pharaon, peut-être vers la fin du Pléistocène, lorsque le climat était encore humide et instable. Cette datation bouleverse les chronologies admises et explique pourquoi elle est contestée par une partie de la communauté scientifique. Pourtant, les marques de l'eau demeurent indéniables. Au-delà des débats, le sphinx incarne une idée plus vaste, celle d'un gardien. Sa posture, tournée vers l'est, fait face au lever du soleil. Chaque matin, les premiers rayons viennent toucher son visage, comme si la statue avait été conçue pour dialoguer avec l'aube. Certains chercheurs ont noté que son orientation correspond à un lever héliacal particulier, peut-être lié à l'époque de la constellation du Lion, vers 10 500 avant notre ère. Dans cette hypothèse, le sphinx ne serait pas seulement un monument terrestre, mais un repère céleste, une pierre inscrite dans le langage des étoiles. Ce lien avec le ciel renforce son aura d'énigme. Les Égyptiens de l'époque pharaonique voyant dans le sphinx une manifestation du dieu solaire, protecteur des temples et des tombeaux. Mais si la statue est plus ancienne, cette association pourrait n'être qu'une réinterprétation tardive. Peut-être que son premier sens, aujourd'hui perdu, fut bien différent. Était-il un symbole d'une civilisation antérieure, une image du pouvoir, de la force, de la connaissance ? Ou bien un message adressé au futur, un signal immobile destiné à traverser les âges ? Les mythes anciens ajoutent une profondeur à cette énigme. Dans la tradition grecque, le sphinx apparaît comme une créature gardienne, posant une question insoluble aux voyageurs. Celui de Gizeh, silencieux, semble poser lui aussi une énigme, non pas par des mots, mais par sa seule existence. Il questionne nos certitudes, il met à l'épreuve notre mémoire. Sa présence force l'archéologie à se confronter à l'inconnu, à ce que les textes ne disent pas, à ce que les pierres seules conservent.
Les restaurations du sphinx à travers les âges montrent que sa dégradation fut visible très tôt. Déjà sous le Nouvel Empire, il était partiellement enseveli sous le sable. Les pharaons le dégagèrent, le restaurèrent, le vénérèrent comme une antiquité sacrée. Cela en dit long, même pour eux, il appartenait à un passé mystérieux, qu'ils cherchèrent à réintégrer dans leur propre histoire. Dans la stèle du songe, dressée entre ses pattes par Thoutmôsis IV au XIVe siècle avant notre ère, le jeune prince raconte qu'il vit le sphinx en rêve, qui lui promit la royauté s'il le libérait du sable. Ce texte révèle que déjà, plus d'un millénaire après Képhren, on ne savait plus vraiment d'où venait le sphinx. Il était un objet de culte, mais aussi d'étonnement. Le visage mutilé ajoute à l'énigme. Les récits divergent sur la cause de cette destruction. Certains l'attribuent à des soldats ottomans au XVIIIe siècle, d'autres à des fanatiques au Moyen Âge, d'autres encore à l'érosion naturelle. Mais quel qu'en soit l'auteur, la disparition du nez et des traits accentue l'impression d'un monument blessé, porteur d'un secret effacé, comme si, en brisant son visage, on avait voulu effacer son identité véritable. Si l'on admet que le sphinx est antérieur au pharaon, alors son existence prend une dimension vertigineuse. Il serait le vestige d'une civilisation disparue, un témoin d'un monde qui précéda l'histoire écrite. Les pyramides voisines pourraient la partager ce destin. Nées d'une science perdue, récupérées par les dynasties ultérieures, réinterprétées à la lumière de leurs croyances. Dans ce scénario, les Égyptiens n'auraient pas construit le sphinx, mais l'auraient entrouvé, comme une énigme laissée par un passé oublié. Certains chercheurs marginaux vont plus loin, suggérant que le sphinx aurait porté un autre visage à l'origine, celui d'un lion en correspondance avec son corps félin et avec la constellation qui lui fait face. Si cela était vrai, la tête actuelle, plus petite, ne serait qu'une resculpture tardive, peut-être à l'époque de Képhren, pour lui donner l'apparence d'un roi. Cette hypothèse expliquerait la disproportion frappante entre la tête et le corps, ainsi que les traces de retaillage visibles dans la pierre. Un sphinx lion tourné vers l'est au moment où le soleil se levait dans la constellation du lion aurait eu un sens cosmique profond, inscrit dans les cycles de la précession. L'énigme du sphinx réside donc à la croisée de plusieurs mystères. Son âge réel, sa forme originelle, son symbolisme perdu. Chaque hypothèse ouvre une porte vers un passé différent. Était-il le gardien d'un savoir oublié, le témoin d'un âge humide et verdoyant, le symbole d'une civilisation antédiluvienne, ou bien n'est-il que le produit du génie pharaonique, magnifié par l'érosion et par notre imagination? Ce qui est certain, c'est que le sphinx échappe aux réponses simples. Il incarne la mémoire fracturée de l'humanité, une mémoire dont les contours s'effacent comme son visage. Il nous confronte à nos limites, à l'incapacité de reconstituer avec certitude un passé trop ancien. Mais dans ce silence, dans cette énigme, réside aussi sa puissance. Le sphinx n'est pas seulement une statue, il est une question vivante, posée à travers les âges, et qui continue de nous hanter. Quand on lève les yeux vers le ciel nocturne au-dessus du plateau de Gizeh, un sentiment étrange naît. Les étoiles dispersées dans l'obscurité semblent former des figures familières, des dessins que l'humanité contemple depuis la nuit des temps. La ceinture d'Orion, avec ses 3 astres alignés, brille dans le firmament comme un écho lointain aux 3 pyramides. La coïncidence paraît trop parfaite pour être le fruit du hasard. Depuis longtemps, certains chercheurs, astronomes et archéologues marginaux suggèrent que les pyramides furent érigées comme un miroir terrestre du ciel, une réplique des constellations figées dans la pierre. La grande pyramide de Khéops, la pyramide de Képhren et celle de Mykérinos, disposées en diagonale sur le plateau, reproduiraient avec précision l'alignement des étoiles d'Orion. Même le léger décalage de la plus petite pyramide correspond à la position asymétrique de l'étoile Mintaka par rapport à ses 2 sœurs. Cette hypothèse, connue sous le nom de théorie d'Orion, fut popularisée par Robert Bauval dans les années 1990, mais elle repose sur des intuitions bien plus anciennes, car depuis toujours, les civilisations humaines ont vu dans le ciel un miroir de la Terre, et dans la Terre une projection du ciel. Les Égyptiens associaient Orion au dieu Osiris, souverain du royaume des morts et gardien de la résurrection. Isis, sa parèdre divine, était identifiée à Sirius, l'étoile la plus brillante du ciel. Ainsi le ciel n'était pas un décor lointain, mais un théâtre vivant où se jouait le destin des dieux et des hommes. Les monuments, alignés sur ces astres, devenèrent alors des passerelles entre le monde terrestre et l'au-delà. Les pyramides Tartante-Achn, par leur orientation et leur disposition, pourraient en être interprétées comme des instruments de ce dialogue cosmique,
Mais l'hypothèse prend une dimension plus troublante encore lorsque l'on considère la précession des équinoxes, ce lent mouvement de la Terre qui fait osciller l'axe de rotation en environ 26 000 ans, modifie progressivement la position des étoiles dans le ciel. Ainsi, les alignements que nous voyons aujourd'hui ne sont pas identiques à ceux d'il y a 10 ou 15 millénaires. Or, selon certains calculs, la disposition des pyramides correspondrait beaucoup mieux au ciel d'environ 10 500 avant notre ère qu'à celui de 2500 avant notre ère. En ce temps reculé, Orion se levait à l'horizon de manière particulière, en correspondance avec l'orientation du Sphinx vers la constellation du Lion. Ce scénario soulève une question vertigineuse. Et si les pyramides et le Sphinx avaient été conçus comme une carte céleste datée, une horloge monumentale indiquant une époque antédiluvienne? Dans cette perspective, les bâtisseurs auraient voulu graver dans la pierre un instant du ciel, fixé pour toujours la mémoire d'un âge révolu. Les monuments ne seraient plus seulement des tombeaux, mais des archives astronomiques, un message transmis au futur. La précision des pyramides renforce ce mystère. La grande pyramide est orientée presque parfaitement vers les 4 points cardinaux, avec une erreur de seulement quelques minutes d'arc. Un tel exploit, à une époque où la boussole n'existait pas, suppose des observations astronomiques extrêmement avancées. Les galeries internes, quant à elles, semblent pointer vers certaines étoiles précises, Orion, Sirius, la petite ours, comme si chaque passage, chaque ouverture avait été conçu pour capter un rayon de lumière, un alignement particulier, une correspondance céleste. De nombreux temples égyptiens montrent aussi ce souci d'astronomie. À Dendera, le plafond du temple d'Hathor conserve une représentation du zodiaque, témoignant de l'importance accordée au cycle stellaire. À Karnak, les axes des colonnes s'alignent sur les solstices et équinoxes. Tout cela révèle une culture profondément ancrée dans l'observation du ciel. Dans ce contexte, il n'est pas insensé d'imaginer que les pyramides aient été conçues comme des cartes monumentales, des projections terrestres du cosmos. Mais si l'alignement correspond mieux au ciel de 10 500 avant notre ère, cela signifierait que leur conception remonterait à l'époque de la fin de l'âge glaciaire. À ce moment-là, le monde connaissait des bouleversements climatiques, la montée des eaux, la fonte des calottes. Les hommes de cette époque, s'ils observaient déjà les étoiles, pouvaient en chercher à figer leur savoir dans des constructions durables, à laisser une trace indestructible des cieux qu'ils contemplaient en haut. Peut-être voyaient-ils dans les constellations non seulement des guides pour les saisons, mais aussi des symboles de permanence face à la fragilité de leur propre monde. Cette hypothèse, bien sûr, divise. Les égyptologues traditionnels soulignent que les preuves archéologiques relient clairement les pyramides aux pharaons de l'Ancien Empire. Les textes gravés dans les temples, les sépultures voisines, les outils retrouvés autour des sites, tout cela pointe vers le 3e millénaire avant notre ère. Mais les partisans de la théorie d'Orion insistent, même si les pyramides furent restaurées, réutilisées ou embellies à cette époque, leur plan originel pourrait être bien plus ancien, transmis à travers les âges comme un héritage d'un savoir antédiluvien. Il faut aussi considérer que le ciel n'était pas qu'un repère scientifique pour les anciens. Il était un langage sacré. Chaque étoile représentait une divinité, chaque mouvement une histoire. Les pyramides, alignées sur Orion et Sirius, étaient peut-être conçues comme des ponts entre les vivants et les dieux, entre la terre et l'au-delà. Dans la mort, le pharaon rejoignait Osiris dans le ciel, et sa résurrection était assurée par l'éclat des étoiles. En ce sens, les monuments étaient à la fois tombes et machines célestes, instruments de passage pour l'âme royale. Mais si l'on étend cette logique à une époque antérieure, les pyramides deviennent encore plus mystérieuses. Elles ne seraient pas seulement des tombeaux, mais des repères temporels, inscrivant dans la pierre un ciel qui n'existe plus. Elles seraient des mémoires fossiles, rappelant qu'en ce temps-là, Orion brillait différemment, et que l'humanité, elle aussi, vivait sous un autre horizon. Dans le silence du désert, la nuit, ce parallèle devient presque palpable. Les pyramides s'élèvent comme des montagnes noires, et au-dessus d'elles scintillent les étoiles. L'œil peut tracer le lien invisible entre les blocs massifs et les constellations lointaines. On comprend alors que ces monuments ne sont pas isolés, mais qu'ils appartiennent à une architecture plus vaste, celle du ciel et de la terre réunis. Peut-être est-ce cela le véritable sens des pyramides. Figer l'invisible, rendre éternel ce qui change, capturer le mouvement du ciel pour le préserver de l'oubli. Dans un monde où tout se transformait, le climat, les mers, les peuples, les étoiles restaient souvent les seuls repères fixes. Les bâtisseurs auraient donc cherché à ancrer dans la pierre ce qui leur semblait le plus immuable,
la danse des constellations. Ainsi, les pyramides de Gizeh ne sont pas seulement des merveilles architecturales. Elles sont peut-être des cartes stellaires, des horloges de pierre, des messages adressés au futur. Et si leur correspondance avec Orion renvoie vraiment à 10 500 avant notre ère, alors elles sont aussi les témoins d'un monde disparu, d'une civilisation qui, face au chaos des glaces et des déluges, choisit de graver dans la roche la mémoire du ciel. Lorsque l'on observe le Nil depuis les hauteurs du plateau de Gizeh, il ressemble à une veine immense qui traverse le désert. Fleuve de vie, colonne vertébrale de l'Égypte, il est aussi un miroir où le ciel se reflète. Depuis des millénaires, ces eaux renvoient du bois la lumière des étoiles, comme si le fleuve lui-même avait été conçu pour prolonger la voûte céleste. Certains chercheurs, fascinés par ce parallélisme, ont suggéré que le Nil fut perçu comme l'image terrestre de la Voie lactée, cette rivière d'étoiles qui fend la nuit. Dans cette perspective, les pyramides alignées avec Orion ne seraient non pas seulement des monuments isolés, mais les points lumineux d'une constellation projetée sur la Terre au bord du grand miroir du fleuve. L'idée d'un Nil céleste n'est pas une invention moderne. Les textes de l'Égypte ancienne regorgent de références à des correspondances entre le fleuve et les astres. Le dieu Hapi, personnification des crues du Nil, était à la fois une divinité terrestre et cosmique, car son flux n'était pas seulement celui de l'eau, mais aussi celui de l'ordre du monde. Dans certaines représentations, la Voie lactée était appelée le Nil du ciel, et les âmes des défunts y naviguaient comme sur une mer d'étoiles. L'au-delà égyptien n'était pas un lieu séparé de l'univers, mais une prolongation de ces miroirs célestes et terrestres. Si le Nil reflète la Voie lactée, alors Gizeh prend un sens particulier. Les 3 pyramides, alignées avec Orion, se trouvent placées sur la rive ouest du fleuve, tout comme Orion se situe à l'ouest de la Voie lactée dans le ciel. Cette correspondance topographique ajoute à l'idée d'une carte astronomique projetée sur le sol. Le ciel et la terre se rejoignent dans un seul schéma où le fleuve devient l'axe central reliant les 2 mondes. Mais ce symbolisme dépasse la simple métaphore. Le Nil, dans ses crues et ses retraits, rythmait la vie des anciens Égyptiens. Sa régularité saisonnière, déclenchée par les pluies d'Afrique de l'Est, semblait refléter un ordre cosmique. Les prêtres observaient dans le lever héliaque de Sirius l'étoile d'Isis qui annonçait chaque année la crue du fleuve. Cette coïncidence, répétée avec précision, donnait au Nil une dimension cosmique. Il n'était pas seulement un fleuve, il était la preuve tangible que la terre et le ciel dialoguaient. Ainsi, les pyramides au bord du Nil ne sont pas de simples structures monumentales. Elles sont des balises dressées à la frontière entre 2 miroirs, celui de l'eau et celui du ciel. La Grande Pyramide, en particulier, semble avoir été construite de manière à refléter des proportions cosmiques. Sa hauteur initiale, rapportée à son périmètre, correspond approximativement au rapport entre le rayon de la Terre et sa circonférence. Un hasard ? Peut-être. Mais l'association du Nil et des étoiles invite à considérer que rien, dans cette architecture, n'était laissé au hasard. La précession des équinoxes complexifie encore ce miroir. Car si le Nil correspond à la Voie lactée et les pyramides à Orion, alors leur alignement le plus parfait se serait produit vers 10 500 avant notre ère, au moment où Orion culminait à son point le plus bas et où la constellation du Lion se levait à l'est, devant le regard du Sphinx. Cette date, souvent mentionnée par les partisans d'une Égypte antédiluvienne, coïncide avec la fin brutale du Younger Dryas, période de bouleversements climatiques mondiaux. Ainsi, les monuments et leurs dispositions pourraient en être lus comme une carte temporelle, fixant dans la pierre le souvenir de ce ciel particulier d'une époque révolue où les étoiles et les eaux parlaient dans d'une seule voix. Dans les mythes, ce lien entre le Nil et les étoiles apparaît encore plus clairement. Les Égyptiens croyaient que le fleuve terrestre provenait du Nil céleste. Les âmes des rois morts naviguaient sur la barque solaire de Ré, traversant la Voie lactée comme le Nil pour renaître chaque matin. Le pharaon défunt devenait une étoile rejoignant Orion ou Sirius, mais son voyage commençait toujours au bord du fleuve. Le Nil était donc le seuil, la frontière entre la vie et l'au-delà. En ce sens, les pyramides érigées sur sa rive ouest prenaient tout leur sens. Elles étaient les portes d'un passage cosmique ouvrant sur le Nil céleste. Ce symbolisme se renforce encore lorsque l'on considère l'architecture intérieure des pyramides. Les conduits étroits qui partent des chambres internes ne s'ouvrent pas simplement vers l'extérieur, mais pointent vers des étoiles précises. Dans la Grande Pyramide, l'un d'eux vise Sirius, l'autre Orion, un troisième la Petite Ourse.
Ces ouvertures fonctionnaient peut-être comme des tunnels de lumière, guidant l'âme du pharaon vers son destin céleste. Mais on peut aussi les interpréter comme les marques d'un savoir astronomique précis, transmis à travers les âges et gravé dans la pierre. Le Nil, miroir des étoiles, n'était pas immuable. Son cours a varié à travers les millénaires. Les géologues ont identifié d'anciens lits du fleuve décalés de plusieurs kilomètres par rapport au tracé actuel. Certains estiment qu'il coulait plus près des pyramides qu'aujourd'hui, peut-être même à leurs pieds. Si tel était le cas, alors les monuments reflétaient encore plus fidèlement le schéma céleste. Orion sur la terre, au bord du Nil, comme dans le ciel au bord de la Voie lactée. Le paysage entier devenait une carte vivante, une correspondance entre le terrestre et le cosmique. On peut imaginer le spectacle tel qu'il apparaissait il y a des millénaires. Le Nil gonflé par les crues, reflétant la lumière des étoiles, les pyramides projetant leurs ombres noires contre la voûte céleste, le sphinx tourné vers l'horizon oriental attendant le lever du lion. Dans cette mise en scène, le fleuve, la terre et le ciel ne faisaient qu'un. Les monuments n'étaient pas des constructions isolées, mais les parties d'un tout, une architecture cosmique où chaque élément avait un rôle. Certains chercheurs modernes considèrent que ce symbolisme dépasse la simple religiosité. Il aurait pu avoir aussi une fonction de transmission. En fixant dans la pierre des correspondances entre le Nil et les étoiles, les bâtisseurs auraient légué au futur une carte universelle, compréhensible par-delà les langues et les civilisations. Car le ciel est le même pour tous, et les étoiles, dans leur lente danse, traversent les âges. Les pyramides, posées au bord du fleuve, seraient alors un message adressé non seulement aux contemporains, mais aux générations futures. Regardez le ciel, regardez le fleuve, et vous comprendrez. Ce miroir entre le Nil et la Voie lactée invite à reconsidérer le rôle du fleuve dans l'histoire des civilisations. Peut-être ne fut-il pas seulement un outil agricole, mais une source d'inspiration cosmique. Les hommes qui vivaient sur ces rives voyaient dans ces crues l'image d'un ordre universel. Leurs temples, leurs pyramides, leurs mythes, tout cela n'était qu'une traduction terrestre de ce qu'ils percevaient dans les cieux. Ainsi le Nil devenait plus qu'un fleuve, il devenait un langage, un alphabet entre la terre et les étoiles. Dans le silence actuel du désert, le fleuve continue de couler, indifférent et immuable. Ses eaux reflètent toujours la lumière de la lune et des astres. Mais les monuments qui l'accompagnent rappellent que ce reflet n'est pas anodin. Le Nil fut conçu comme un miroir et les pyramides, comme les étoiles qui s'y reflètent, demeurent immobiles, gardiennes d'un savoir dont nous avons perdu la clé. Partout où l'on se tourne, les mythes anciens parlent d'un déluge, d'une catastrophe qui aurait englouti des terres et des peuples entiers. Ces récits, dispersés aux quatre coins du globe, semblent partager une même mémoire, celle d'un monde perdu sous les eaux, d'une humanité confrontée à l'anéantissement, puis renaissant dans l'oubli de ses origines. L'Égypte n'échappe pas à ce schéma. Ses prêtres, ses textes et ses traditions portent eux aussi l'empreinte d'un souvenir antédiluvien, comme si les pyramides elles-mêmes avaient été dressées pour rappeler, silencieusement, la disparition d'un âge plus ancien. Chez les anciens Égyptiens, l'univers commençait dans le Naoun, un océan primordial d'où émergea la première colline. Cet imaginaire d'eau déchaînée n'est pas qu'un symbole cosmogonique, il pourrait être la réminiscence d'une époque où l'eau domina réellement les paysages. Lorsque les prêtres parlaient des cycles du monde, de destruction suivie de renaissance, ils évoquaient peut-être la mémoire collective de catastrophes bien réelles, les crues dévastatrices, les pluies diluviennes, ou encore l'élévation brutale du niveau des mers à la fin de l'âge glaciaire. Le parallèle avec d'autres cultures est frappant. Dans l'épopée de Gilgamesh, les Mésopotamiens racontent l'histoire d'un déluge universel qui effaça presque toute l'humanité, ne laissant qu'un survivant, préservé dans une arche. Dans la Bible, le récit de Noé reprend la même structure. Une inondation, un monde englouti, une poignée d'êtres sauvés pour tout recommencer. En Inde, les textes védiques rapportent le mythe de Manu, guidé par un poisson divin à travers les eaux d'un cataclysme. En Amérique, les traditions mayas, hopis ou incas évoquent elles aussi des déluges successifs. La convergence est telle qu'elle interroge, ces récits ne seraient-ils pas des échos divers d'un même souvenir partagé, celui de la montée des eaux à la fin de l'ère glaciaire? À la fin du Pléistocène, en effet, les calottes glaciaires fondirent rapidement, provoquant une élévation des mers de plus de 100 mètres. Des continents furent réduits, des îles disparurent, des côtes entières furent englouties. Ce fut un bouleversement planétaire. Les populations côtières,
qui vivaient alors de la pêche et de l'agriculture primitive, furent contraintes de fuir vers l'intérieur des terres. Des villages, des sanctuaires, peut-être même des monuments de pierre, furent submergés à jamais. Dans ce contexte, il n'est pas étonnant que les générations suivantes aient gardé le souvenir d'une inondation universelle. Et si les pyramides de Gizeh étaient en partie liées à cette mémoire, non pas comme de simples tombeaux, mais comme des balises dressées pour témoigner qu'un monde avait disparu et qu'un autre commençait. Leur masse colossale, défiant les millénaires, serait alors un message destiné aux générations futures. Nous avons vécu avant le grand engloutissement et voici la trace que nous vous laissons. Les Égyptiens eux-mêmes racontaient l'existence de dynasties antérieures aux pharaons. Manéthon, prêtre du IIIe siècle avant J.C., parlait de règnes divins s'étendant sur des milliers d'années avant l'ère humaine. Ces dieux rois ne sont peut-être pas des figures mythologiques, mais les vestiges d'une mémoire confuse d'une civilisation effacée. Platon, dans le Timée et le Critias, rapportait ce que les prêtres égyptiens auraient confié à Solon, qu'il existait jadis une grande civilisation, l'Atlantide, détruite par des catastrophes naturelles et engloutie sous les eaux. Cette histoire, souvent perçue comme un mythe philosophique, pourrait être un fragment de souvenir, transmis et déformé, d'un monde réellement perdu à la fin du Pléistocène. Les archéologues modernes ont retrouvé des traces qui confortent cette idée. Au large de l'Inde, près du golfe de Cambay, des structures englouties, datées de plusieurs milliers d'années, laissent en supposer l'existence de cités côtières antérieures aux civilisations connues. Au Japon, les ruines sous-marines de Yonaguni, bien qu'encore débattues, intriguent par leur forme géométrique, comme si elles appartenaient à une architecture oubliée. Dans la Méditerranée Tosan 1 au large de Malte, des temples submergés témoignent eux aussi d'édifices disparus. Ces découvertes dispersées esquissent un tableau cohérent. Une partie du patrimoine des hommes préhistoriques repose sous les océans, invisibles, engloutis par la montée des eaux. Dans ce contexte, les pyramides de Gizeh prennent une autre dimension. Placées sur un plateau surélevé, elles auraient résisté là où d'autres monuments, plus proches des rives, auraient été effacés. Elles seraient les survivantes d'un âge englouti, la partie émergée d'un monde dont le reste dort sous le sable ou sous la mer. Ce serait la raison de leur mystère. Elles appartiennent à une histoire dont presque tout a disparu. Le mythe égyptien du Zeb Tepi, la à la première fois, évoque un âge d'or où les dieux vivaient parmi les hommes, avant qu'un bouleversement ne sépare les deux mondes. Cet âge primordial correspond peut-être à la mémoire d'un temps antérieur au déluge, un temps où la civilisation prospérait avant l'effondrement. Les pyramides alors ne seraient pas seulement des tombeaux royaux, mais des monuments de mémoire construits pour rappeler l'existence de cette première fois, ce monde perdu. Les prêtres, gardiens du savoir, pouvaient transmettre cette mémoire sous forme de mythes, mais aussi de pierres, car le langage des mythes est fragile. Il se transforme, se fragmente, se métamorphose selon les époques. Mais le langage de la pierre, lui, demeure. Les pyramides, par leur masse inaltérable, seraient un livre minéral, destiné à préserver ce que les récits seuls ne pouvaient en protéger. Ce lien entre mythes et monuments s'observe aussi ailleurs. Les Mayas, dans leurs récits, parlent de plusieurs soleils, plusieurs âges du monde détruits successivement par le feu, le vent ou l'eau. Les Grecs, dans leur tradition, évoquent des âges successifs de l'humanité, chacun effacé par des catastrophes avant qu'un nouveau ne commence. Partout, l'idée revient. Le monde n'est pas linéaire, il est cyclique, rythmé par des destructions et des renaissances. Les pyramides, inscrites dans ce schéma, seraient les marqueurs d'un passage, les témoins muets d'une humanité qui ne voulait pas sombrer totalement dans l'oubli. Certains détails architecturaux renforcent cette idée. La Grande Pyramide, par sa forme triangulaire, évoque une montagne émergeant des eaux, une colline primordiale comme celle que décrivent les cosmogonies. Les couloirs internes, orientés vers les étoiles, rappellent que le destin des rois défiait la mort et rejoignait le ciel. Mais dans une lecture plus large, il pourrait aussi symboliser le voyage d'un peuple tout entier, traversant la destruction pour rejoindre un nouvel âge. Il est troublant de penser que le monde entier garde le souvenir de ce cataclysme. Les mythes d'un déluge universel sont si nombreux, si convergents, qu'ils ne peuvent être réduits à de simples coïncidences. Ils semblent témoigner d'un traumatisme collectif, d'un événement planétaire qui marqua profondément la mémoire humaine. Et les pyramides, par leur présence obstinée, s'inscrivent dans cette mémoire, non comme une légende, mais comme une réalité tangible. Dans le silence du désert, on peut encore sentir ce vertige.
Le vent qui passe entre les blocs, le sable qui recouvre les traces, tout cela rappelle la fragilité de la mémoire. Mais les pyramides, elles, demeurent. Elles se dressent comme des échos pétrifiés d'un monde englouti, rappelant que rien n'est éternel, pas même les continents, et que sous la surface des mers reposent peut-être les réponses que nous cherchons encore. Les pyramides, dont par leur masse et leur précision, semblent défier la logique humaine. Elles se dressent comme si elles avaient été posées là par une volonté plus vaste que celle d'un seul peuple. On les attribue aux pharaons, à leurs ouvriers, à des générations de tailleurs de pierre. Mais lorsque l'on contemple les millions de blocs, certains pesant plusieurs dizaines de tonnes, ajustés avec une exactitude qui laisse passer à peine la lame d'un couteau, une question persiste. Qui furent vraiment les bâtisseurs? Les ouvriers de l'ancien empire, dont les traces ont été retrouvées dans des villages proches de Gizeh, prouvent que des milliers d'hommes ont effectivement travaillé sur les chantiers. Des fouilles ont révélé des outils de cuivre, des restes de nourriture, des tombes de travailleurs. Ces découvertes confirment que les pyramides furent entretenues et achevées par les Égyptiens historiques. Mais ces preuves ne suffisent pas à éclairer l'origine du savoir qui permit de concevoir de tels édifices, car bâtir une pyramide ne se résume pas à transporter des blocs. Il faut une connaissance de l'astronomie, des mathématiques, de la géométrie et une maîtrise logistique qui dépasse ce que l'on attribue d'ordinaire à une civilisation née si tôt. C'est ici qu'apparaît l'ombre des bâtisseurs invisibles, non pas des êtres mythiques, mais peut-être des générations plus anciennes, dont la mémoire s'est perdue. Une société antérieure capable de transmettre un savoir technique et symbolique aurait pu poser les fondations de cette science monumentale. Les pharaons, bien plus tard, auraient repris cet héritage, l'auraient adapté, réutilisé et s'en seraient attribué la gloire. Les pyramides ne seraient pas entièrement l'œuvre des dynasties connues, mais la continuité d'un savoir plus ancien, hérité de maîtres anonymes. Les mythes égyptiens évoquent justement ces figures oubliées. Avant les rois humains, il y eut les règnes des dieux, puis ceux des Shemsu-Hor, les compagnons d'Horus, êtres mystérieux qui auraient gouverné l'Égypte pendant des millénaires. Ces récits, consignés par des prêtres comme Manéthon, ne sont pas pris au sérieux par l'histoire officielle, mais s'ils reflétaient une réalité transformée par le temps. Peut-être qu'il existait bel et bien des communautés avancées, que la tradition a transfigurées en compagnons divins. Le rôle des bâtisseurs invisibles apparaît aussi dans l'étrange silence archéologique qui entoure la genèse des pyramides. Avant celle de Gizeh, on trouve des tentatives maladroites, comme la pyramide rhomboïdale de Dachour, aux angles modifiés en cours de construction. Mais le saut technologique entre ces essais et la perfection de la grande pyramide semble abrupt, presque inexplicable. Comment expliquer qu'une civilisation ait atteint si rapidement un tel degré de maîtrise? Une transmission ancienne, un savoir préservé de générations antérieures, offre une réponse plus cohérente que l'idée d'un progrès soudain. Les bâtisseurs invisibles ne laissent pas seulement leur empreinte en Égypte. À travers le monde, des monuments mégalithiques témoignent de la même obsession pour la pierre et le ciel. À Göbekli Tepe, en Anatolie, les piliers ornés de symboles astronomiques datent de 11 000 ans avant notre ère. À Stonehenge, les alignements de blocs sur les solstices rappellent la même attention cosmique. Au Pérou, à Sacsayhuaman, des murs cyclopéens assemblés sans mortier évoquent une précision similaire à celle des pyramides. Ces monuments, dispersés sur des continents différents, semblent partager une origine commune, un savoir transmis par des bâtisseurs dont nous ignorons le nom. Le mystère réside aussi dans la logistique. Comment transporter, hisser et ajuster des blocs de plusieurs dizaines de tonnes avec de simples cordes et leviers de bois. Les archéologues proposent des hypothèses, mais aucune ne parvient à reproduire pleinement l'exploit à l'échelle des pyramides. Les bâtisseurs invisibles semblent avoir maîtrisé des techniques aujourd'hui oubliées. Peut-être utilisaient-ils des systèmes ingénieux de contrepoids, des rampes hydrauliques ou des procédés que nous n'avons pas encore redécouverts. Ce savoir, perdu avec leur disparition, ne nous parvient que par les pierres elles-mêmes, comme un défi lancé à la postérité. Il était possible que ces bâtisseurs aient été moins nombreux qu'on l'imagine, mais mieux organisés, plus instruits, guidés par une tradition orale transmise depuis des millénaires. Leur rôle ne fut pas seulement de déplacer la pierre, mais de lui donner un sens, de l'inscrire dans une géométrie sacrée. Car les pyramides ne sont pas des amas de blocs, elles incarnent des proportions mathématiques, des correspondances avec la terre et le ciel. Derrière leur construction se cache une intention, une philosophie, que des ouvriers seuls ne pouvaient concevoir sans guides invisibles.
Certains chercheurs voient dans ce savoir ancien les vestiges d'une civilisation perdue, antérieure à l'histoire écrite. Une humanité du Pléistocène capable d'observer le ciel, de maîtriser la pierre et de transmettre son héritage. Lorsque les glaciers fondirent et que les mers montèrent, cette civilisation aurait été balayée. Mais quelques survivants auraient préservé le feu du savoir et l'auraient transmis aux générations suivantes qui l'auraient inscrit dans les monuments du Nil. Les pyramides seraient ainsi le dernier éclat visible de ces bâtisseurs invisibles, épargnés par le cataclysme. Les prêtres de l'Égypte ancienne, gardiens du savoir, perpétuèrent peut-être cette mémoire sans en révéler l'origine. Leurs temples, leurs rituels, leurs hiéroglyphes dissimulèrent en des bribes de cet héritage. Mais la source, elle, restait cachée. C'est pourquoi les pyramides paraissent à la fois égyptiennes et étrangères. Elles portent la marque d'une civilisation dont nous avons oublié le nom. Dans ce mystère, le rôle du sphinx redevient essentiel. Si son corps montre des marques d'érosion par la pluie, il fut sculpté dans un âge plus ancien, antérieur au désert. Les bâtisseurs invisibles pourraient en être les auteurs, ou du moins les inspirateurs. Les pharaons auraient ensuite redonné un visage au colosse, l'intégrant à leur culture, mais l'origine resterait plus lointaine. Ainsi, le plateau de Gizeh tout entier serait un palimpseste, une œuvre composite mêlant des strates de savoir, certains visibles, d'autres effacés. Peut-être n'avons-nous sous les yeux qu'une fraction de ce qu'ils ont laissé. Peut-être que d'autres monuments, moins massifs, ont disparu sous les sables ou sous les mers. Les bâtisseurs invisibles auraient inscrit leur mémoire dans la pierre la plus durable, sachant que le reste s'effacerait. Et ce que nous appelons aujourd'hui Khilak miracle architectural n'était que l'écho d'une tradition très ancienne, transmise à travers les âges, jusqu'aux pharaons qui s'en firent les héritières visibles. Dans ce silence, une certitude demeure. Les pyramides ne sont pas seulement le fruit d'un travail collectif. Elles portent la trace d'un savoir plus vaste qui les dépasse et nous échappe. Les bâtisseurs invisibles ne sont pas nommés dans les textes, mais ils vivent encore dans chaque bloc ajusté, dans chaque alignement stellaire, dans chaque proportion cachée. Leur œuvre n'est pas seulement matérielle, elle est symbolique, une passerelle entre la mémoire humaine et la mémoire du cosmos. Quand on regarde de près les blocs des pyramides, les pierres des temples ou les colosses abandonnés dans les carrières, on découvre des marques discrètes, des cicatrices oubliées. Ce sont des lignes droites trop nettes, des encoches trop régulières, des surfaces qu'on polybe avec une précision qui semble excéder ce qu'un simple ciseau de cuivre pouvait accomplir. Ces indices qu'on dissimulés dans la masse minérale racontent peut-être une autre histoire que celle des manuels. Ils suggèrent l'existence d'outils perdus, de techniques que nous n'avons pas encore redécouvertes. Les archéologues d'anciens traditionnels affirment que les Égyptiens de l'Ancien Empire utilisaient principalement des outils de cuivre et de pierre dure. Les marteaux en dolérite servaient à fracturer le calcaire ou le granit, tandis que des burins de cuivre, régulièrement reforgés, permettaient de sculpter les détails. Pourtant, lorsque l'on observe certains monuments, ces explications semblent fragiles. Comment des outils aussi rudimentaires auraient-ils pu façonner des blocs de granit d'Assouan, d'une dureté presque équivalente à celle de l'acier? Comment expliquer les coupes nettes, les surfaces lisses, les évidements parfaitement circulaires observés dans certaines carrières? Un exemple célèbre se trouve à Assouan, où repose l'obélisque inachevé. Ce monolithe, long de 40 mètres, gît toujours dans la carrière, fissurée avant son extraction. Les tranchées qui l'entourent montrent des traces profondes, régulières, comme si un outil avait creusé la roche avec une puissance et une constance que des marteaux seuls n'auraient jamais pu fournir. Ces marques intriguent, elles semblent évoquer des procédés de forage ou de découpe plus sophistiqués, peut-être basés sur des technologies que nous ne comprenons pas. De même, dans certaines pierres de Gizeh, on trouve des évidements circulaires rappelant des traces de trépanation mécanique. Des forages datés de l'Ancien Empire montrent des spirales dans le granit, comme si une foreuse rotative avait pénétré la matière. Avec du cuivre et du sable, il est possible de réaliser des perforations, mais jamais avec une telle régularité ni à une telle profondeur. Ces traces défient les explications conventionnelles. Elles sont comme des signatures d'outils disparus dont la mémoire ne nous parvient plus que par ces cicatrices. Les blocs eux-mêmes révèlent une précision troublante. Dans certains temples, les assises sont si parfaitement ajustées qu'on ne peut glisser une feuille entre elles. Les angles droits, les polissages, les symétries, tout cela suggère une maîtrise technique exceptionnelle. Des chercheurs marginaux avancent que les bâtisseurs possédaient des outils
métallique plus dur que le cuivre, peut-être en fer ou en alliage inconnu. Mais aucune trace archéologique décisive ne confirme cette antihypothèse. Alors reste l'idée que des techniques oubliées, peut-être simples mais ingénieuses, aient permis ces réalisations. Il est possible que les Égyptiens aient utilisé des méthodes de taille assistées par l'eau, par le feu ou par des abrasifs naturels dont nous avons perdu la recette. Les pierres pouvaient être chauffées puis refroidies brutalement, fracturant leur surface avant la taille. Des cordes tendues avec du sable pouvaient scier lentement le calcaire. Mais rien n'explique totalement la finesse des ajustements ni l'ampleur des réalisations. Ce mystère nourrit l'idée que les pyramides portent la trace d'un savoir plus ancien, transmis par les bâtisseurs invisibles, et que les outils utilisés se sont perdus avec eux. Les temples de Haute-Égypte montrent eux aussi des indices troublants. À Abydos, certaines pierres présentent des lignes de coupe si droites qu'elles semblent provenir d'une scie mécanique. À Dendera, des reliefs sculptés dans le granit possèdent une netteté que le cuivre seul ne pourrait atteindre. Partout, la même impression surgit. Nous voyons l'ombre d'une technologie disparue, réduite à ses empreintes dans la pierre. La grande pyramide elle-même, avec son revêtement original en calcaire blanc poli, renforce cette énigme. Les blocs de parement, aujourd'hui presque tous disparus, étaient ajustés avec une telle précision que les jointures mesuraient moins d'1 millimètre. Réaliser un tel assemblage à une telle échelle avec des outils rudimentaires semble presque inconcevable. Cette prouesse suggère non seulement un savoir-faire exceptionnel, mais aussi des instruments de mesure et de taille que nous ne connaissons plus. Au-delà de l'aspect technique, ces traces d'outils perdus posent une question plus vaste. Pourquoi ce savoir s'est-il effacé ? Si une civilisation antérieure avait découvert des procédés avancés, comment ont-ils disparu ? Peut-être que les bouleversements de la fin de l'âge glaciaire ont anéanti les centres où ce savoir était conservé. Peut-être que seuls les monuments les plus durables, comme les pyramides, ont traversé le temps, tandis que les outils, faits de métal ou de bois, se sont décomposés. Le résultat est une mémoire incomplète, où les pierres seules témoignent d'une science que nous ne comprenons plus. Ce vide nourrit les légendes. Certains y voient la main de civilisations disparues, d'autres l'influence d'êtres venus d'ailleurs. Mais sans céder aux imaginaires, il est possible de reconnaître dans ces marques la trace d'un génie humain oublié, celui de bâtisseurs qui connaissaient intimement la pierre, ses faiblesses, ses secrets. Ils avaient des méthodes adaptées, raffinées, peut-être transmises oralement et jamais fixées par écrit. Quand leurs sociétés s'effondrèrent, ce savoir disparut avec elles, ne laissant dans la pierre que des cicatrices muettes. Les traces d'outils perdus rappellent aussi que l'histoire n'est pas linéaire. Des savoirs peuvent surgir, s'épanouir, puis s'éteindre, laissant l'impression de miracles techniques. Ce que nous croyons être impossible pour une civilisation ancienne n'est peut-être qu'une projection de nos ignorances. Les pyramides, les temples, les obélisques nous confrontent à cette possibilité, que des peuples antérieurs aient atteint un degré de maîtrise dont nous n'avons gardé aucune archive, sinon les pierres elles-mêmes. Il existe dans ce mystère une leçon d'humilité. Chaque bloc, chaque coupe, chaque polissage témoigne de gestes que nous ne savons plus reproduire avec certitude. Ces gestes appartenaient à des mains qui ont disparu, mais qui ont laissé leur empreinte durable. Les outils, eux, sont perdus. Mais leur ombre persiste gravée dans la roche comme un alphabet minéral que nous ne savons plus lire. Ainsi, les pyramides et les temples deviennent non seulement des monuments, mais des archives d'un savoir effacé. En cherchant à comprendre ces traces, nous ne faisons pas que reconstruire une technique. Nous tentons de renouer avec une mémoire plus vaste, celle d'une humanité capable de plus que ce que nos récits officiels lui attribuent. Les outils perdus ne sont pas seulement des objets absents, ils sont le symbole de tout un monde oublié, enfoui dans le sable du temps. Depuis 2 siècles, l'archéologie et la science moderne se penchent sur l'énigme des pyramides. Les savants, armés de méthodes rigoureuses, veulent percer les secrets de ces monuments en s'appuyant sur des faits, des mesures, des preuves tangibles. Mais face à la démesure des blocs, aux alignements stellaires, aux marques d'érosion inexpliquées, la science rencontre parfois l'improbable. Elle doit alors naviguer entre 2 écueils, rejeter trop vite ce qui dérange ou céder à l'attrait de l'extraordinaire. Les pyramides deviennent ainsi un miroir des limites de la connaissance humaine, un champ où la raison et le mystère se croisent sans jamais s'embrasser tout à fait. Les premières études scientifiques sur les pyramides furent marquées par l'admiration et le doute.
Au XIXe siècle, les explorateurs occidentaux, pénétrant dans les galeries étroites, mesurèrent avec précision chaque couloir, chaque chambre. Ils découvrirent dans ces polyres des rapports mathématiques étonnants. La hauteur de la Grande Pyramide, multipliée par 1000 millions, correspond approximativement à la distance de la Terre au Soleil. Son périmètre, rapporté à sa hauteur, évoque la valeur de P. Ces coïncidences troublantes ont conduit certains à voir dans la pyramide une encyclopédie de pierres, condensant un savoir scientifique bien au-delà de ce que l'on prête à l'Égypte de l'Ancien Empire. Les égyptologues, plus prudents, rappellent que les bâtisseurs travaillaient sans doute avec des principes simples de proportion et de géométrie pratique, et que les coïncidences ne peuvent être le fruit du hasard. Mais les mesures persistent, indéniables, comme si les pierres contenaient une part de vérité mathématique que la science hésite à reconnaître. Peut-être ces bâtisseurs avaient-ils une intuition empirique des rapports fondamentaux de la nature, transmise à travers des générations, sans que nous puissions en reconstituer le cheminement. La géologie, elle aussi, fut confrontée à l'improbable. Les observations sur le Sphinx et certains temples montrent des signes d'érosion hydrique datés d'époques plus humides que l'Ancien Empire. Les géologues comme Robert Schoch ont avancé que ces monuments pourraient avoir plus de 10 000 ans. Mais cette hypothèse entre en conflit avec le consensus archéologique qui repose sur des contextes funéraires et des traces historiques situant leur construction autour de 2500 avant J.C. Entre la pierre qui parle d'eau et les textes qui parlent de Pharaon, la science hésite. Les disciplines, cloisonnées, peinent à s'accorder. L'improbable persiste, tapi dans les fissures de la connaissance. L'astronomie ajoute sa part de mystère. Les alignements des pyramides sur les points cardinaux, leur correspondance avec la ceinture d'Orion, les conduits orientés vers Sirius et la Petite Ourse, tout cela semble indiquer une intention astronomique précise. Mais quelle civilisation de l'Antiquité, privée de lunettes et de télescopes, pouvait obtenir une telle exactitude ? Les astronomes modernes calculent que l'alignement correspond mieux au ciel de 10 500 à J.C. qu'à celui de 2500 avant J.C., un décalage de 8 millénaires. L'hypothèse paraît improbable, mais elle hante la science comme une ombre insistante. La physique moderne, de son côté, s'interroge sur la logistique. Comment des blocs de plusieurs dizaines de tonnes furent-ils déplacés et ajustés avec une telle précision ? Les expériences de reconstitution, menées avec des rampes de sable ou des leviers de bois, parviennent à déplacer des pierres de quelques tonnes, mais pas à reproduire l'échelle colossale des pyramides. Le calcul des forces, des frottements, des volumes laisse planer un doute. Les explications traditionnelles fonctionnent pour des blocs modestes, mais deviennent improbables à la hauteur des monuments réels. Ici encore, la science observe ses propres limites. Les sciences humaines apportent un autre éclairage. Les mythes de déluge, les récits de premiers temps, les traditions de dieux-rois sont souvent classées comme légendes. Pourtant, leur universalité interroge. Peut-on vraiment réduire ces récits à des fables, quand ils apparaissent sur tous les continents sous des formes si semblables ? L'anthropologie suggère qu'ils pourraient être des mémoires collectives d'événements réels, transmis oralement à travers des millénaires. Mais admettre cela impliquerait que la mémoire humaine peut traverser des dizaines de générations, défiant ce que la science estime possible. Ici encore, l'improbable s'invite. La science face aux pyramides oscille donc entre explication et doute. Elle propose des hypothèses solides, mais toujours partielles. Chaque fois qu'elle croit avoir trouvé la clé, un détail échappe. Une coupe trop nette dans le granit, une orientation trop précise, une érosion trop ancienne. Les pyramides résistent aux certitudes. Elles se tiennent comme un défi lancé à la raison, expliquer sans réduire, comprendre sans effacer le mystère. Peut-être est-ce leur fonction profonde. Les bâtisseurs savaient que les générations futures chercheraient à percer leurs secrets. En inscrivant dans la pierre des proportions mathématiques, des alignements célestes, des traces de savoirs oubliés, ils ont tendu un piège à la science. Chaque époque les étudie avec ses outils, et chaque époque se heurte à ses limites. Les pyramides deviennent ainsi un miroir de notre connaissance. Elles reflètent nos progrès, mais aussi nos ignorances. Il est possible que les bâtisseurs aient travaillé avec des techniques très simples, mais portées à une perfection que nous avons du mal à imaginer. L'improbable viendrait alors de notre incapacité à saisir l'ingéniosité des solutions disparues. Mais il est aussi possible qu'ils aient hérité d'un savoir plus ancien, transmis à travers des générations, et dont nous ne percevons que les fragments.
Dans les deux cas, les pyramides gardent le silence, laissant la science se débattre avec ses doutes. Cette confrontation avec l'improbable nous rappelle une chose essentielle. La connaissance humaine n'est jamais totale. Elle avance par étapes, par approximation, par révision. Les pyramides, elles, restent immobiles, patientes, défiant le temps. Elles nous enseignent l'humilité. Elles nous rappellent que même les sciences les plus rigoureuses ne peuvent abolir le mystère, mais seulement l'approcher. Ainsi, les pyramides ne sont pas seulement des monuments de pierre, elles sont des laboratoires à ciel ouvert, où la science vient éprouver ses forces et ses faiblesses. Elles posent des questions auxquelles nous ne savons pas encore répondre. Et dans ce dialogue entre la rigueur et l'inconnu, elles préservent leur essence, celle d'un mystère éternel, où l'improbable devient la clé d'une vérité plus vaste. Lorsque l'on contemple les pyramides, il est difficile de ne pas sentir une présence qui dépasse l'histoire connue. Elles paraissent appartenir à un temps plus ancien que celui des pharaons, comme si elles venaient d'une mémoire effacée d'un peuple dont nous ne savons presque rien. Leur silence massif projette une ombre, non seulement sur le désert, mais aussi sur notre certitude d'avoir retracé toute l'histoire de l'humanité. Car au-delà des dynasties gravées dans la pierre, au-delà des textes hiéroglyphiques soigneusement conservés, se dessine l'idée troublante qu'il pourrait avoir existé d'autres civilisations, disparues, sans laisser de traces écrites, mais dont les monuments, épars à travers le monde, chuchotent encore leur existence. Cette hypothèse trouve un écho dans les mythes. Partout, les traditions anciennes parlent de premiers âges, de peuples d'avant le déluge, d'êtres qui auraient bâti, enseigné, transmis, puis disparu. En Égypte, ce souvenir prend la forme du Zep Tepi, la première fois, époque où les dieux marchaient parmi les hommes. En Mésopotamie, c'est le récit des 7 sages venus des mers pour instruire l'humanité. En Amérique centrale, ce sont les légendes mayas ou aztèques décrivant des cycles d'humanité détruits et renaissants. Ces récits, dispersés mais convergents, dessinent l'ombre d'un monde antérieur, englouti dans l'oubli. L'archéologie officielle résiste à ces visions. Elle affirme que les civilisations complexes n'apparaissent qu'après 4000 v. avec l'agriculture, l'écriture, l'urbanisation. Avant cela, l'humanité n'aurait connu que des sociétés de chasseurs-cueilleurs. Pourtant, des découvertes récentes fissurent ce récit. À Göbekli Tepe, en Anatolie, des monuments monumentaux vieux de 11 000 ans montrent que des communautés préhistoriques maîtrisaient déjà l'art de tailler et d'ériger la pierre. Ces structures s'impressaient de plusieurs millénaires l'agriculture organisée et l'écriture. Elles prouvent que des sociétés complexes ont pu exister bien avant les civilisations reconnues. Si de tels sites ont survécu, que dire de ceux qui furent détruits par le temps, par les glaces ou par les eaux montantes ? La fin de l'âge glaciaire, avec son élévation brutale du niveau des mers, a englouti d'innombrables régions côtières. Ce sont précisément ces zones qui, souvent, accueillaient les sociétés les plus dynamiques, là où la pêche, la navigation et l'agriculture naissante trouvaient leur place. En disparaissant sous les flots, elles ont effacé la mémoire de peuples entiers. Les pyramides de Gizeh, construites sur un plateau élevé, auraient survécu à cette disparition, devenant les dernières ombres visibles d'une humanité engloutie. À travers le monde, des vestiges sous-marins renforcent ce soupçon. Au large du Japon, les structures de Yonaguni ressemblent à des terrasses monumentales, taillées dans la roche. En Inde, dans le golfe de Cambay, des alignements de pierres et de constructions submergées évoquent d'anciennes cités côtières. Dans la Méditerranée, autour de Malte, des temples engloutis semblent témoigner d'un savoir architectural ancien. Tous ces sites, encore controversés, esquissent néanmoins un même tableau, celui d'une mémoire perdue, d'architectures effacées, d'ombres planant sur l'histoire. Les pyramides d'Égypte deviennent alors l'emblème de cette hypothèse. Elles ne sont pas seules, elles s'inscrivent dans une constellation de monuments mégalithiques, de structures colossales que les peuples ultérieurs n'ont pas su égaler, comme si, à une époque reculée, un savoir global avait été partagé, diffusé, puis oublié. Cette idée trouble, mais elle éclaire la sensation que l'on éprouve devant ces pierres, celle d'une familiarité mystérieuse, d'un héritage qui ne nous appartient plus, mais qui continue de nous appeler. Les Égyptiens eux-mêmes, dans leurs textes, semblaient conscients de cette dette envers l'invisible. Ils ne revendiquaient pas toujours l'invention de leur savoir, mais les attribuaient aux dieux, aux ancêtres, à des âges mythiques. Cette humilité suggère qu'ils percevaient leur civilisation comme l'héritière d'une autre, plus ancienne, plus mystérieuse.
Les prêtres, gardiens de la mémoire, dissimulaient peut-être sous le voile des mythes la trace de ces bâtisseurs oubliés. L'ombre des civilisations perdues n'est pas seulement archéologique, elle est aussi psychologique. Elle habite notre imagination collective, nos récits, nos rêves. L'idée qu'il ait pu exister un âge d'or effondré, un monde englouti, nous hante. C'est un souvenir dont nous n'avons pas conscience, mais qui revient sans cesse dans les mythes, dans les contes, dans les légendes. Peut-être parce que nous portons dans notre mémoire profonde les traces des catastrophes vécues, je ne sais pas, par nos ancêtres à la fin du Pléistocène. Le traumatisme du déluge aurait laissé une cicatrice invisible, une peur transmise de génération en génération. Les pyramides, dans ce cadre, deviennent un apaisement. Elles disent « Tout n'a pas été perdu, une part de l'ancien monde est encore là ». Leur masse rassure, leur silence console. Elles incarnent la continuité dans un monde de rupture. Elles sont l'ombre d'une civilisation disparue, mais aussi la lumière qui en subsiste. Les chercheurs qui osent explorer ces pistes sont souvent marginalisés. Mais leurs travaux rappellent une évidence. L'histoire que nous connaissons n'est qu'un fragment. Chaque découverte élargit un peu plus ce fragment. Chaque indice, chaque anomalie, chaque pierre inhabituelle est comme une fissure dans le récit officiel, laissant entrevoir un passé plus vaste. L'ombre des civilisations oubliées ne s'éclairera peut-être jamais totalement. Mais tant que les pyramides se dresseront, cette ombre restera vivante, défiant notre mémoire incomplète. Dans le silence du plateau de Gizeh, au crépuscule, lorsque les blocs rougissent sous la lumière mourante, on perçoit presque la présence de ceux qui ne sont plus là. Non pas les pharaons dont les noms résonnent encore, mais d'autres bâtisseurs, d'autres peuples dont nous ignorons tout. Leur absence est palpable. Et cette absence même est peut-être le plus grand mystère des pyramides. Elle nous rappelle non seulement ce qui fut construit, mais aussi tout ce qui fut perdu, effacé, oublié. Il y a dans les pyramides une logique invisible qui dépasse la simple pierre. Elles ne sont pas seulement des accumulations de blocs massifs, mais des figures tracées dans l'espace, des équations figées dans la matière. Chaque proportion, chaque angle, chaque rapport semble répondre à une intention précise, comme si leurs bâtisseurs avaient voulu parler une langue que les mots ne pouvaient en exprimer, une langue faite de formes, de nombres et de mesures. La géométrie y devient alors un langage secret, destiné à traverser les millénaires et à être compris par quiconque saurait un jour le déchiffrer. La grande pyramide de Khéops en particulier est un chef-d'œuvre de proportion. Sa hauteur originale, rapportée à son périmètre, donne approximativement la valeur de P. Sa structure triangulaire, si l'on prolonge les pentes, renvoie à la valeur de F, le nombre d'or. Le rapport entre sa hauteur et sa base évoque aussi les proportions de la Terre elle-même. Multipliée à grande échelle, elle reflète le rapport entre le rayon terrestre et sa circonférence. De telles correspondances sont-elles des coïncidences ou bien le signe d'un savoir mathématique plus ancien que l'histoire officielle? Les anciens Égyptiens n'ont laissé aucun texte expliquant les choix de proportion de la grande pyramide. Le mystère demeure entier. Mais les nombres sont là, inscrits dans la pierre. Ils suggèrent mais que les bâtisseurs savaient observer, mesurer et traduire la nature dans la géométrie. Peut-être avaient-ils compris que les formes les plus simples, le carré, le triangle, le cercle, recèlent mais des vérités universelles. Et peut-être avaient-ils choisi la pyramide comme le symbole parfait de cette union entre l'homme et le cosmos, car la pyramide n'est point pas une forme arbitraire. Sa base carrée évoque la terre, stable et solide, son sommet pointé vers le ciel symbolise l'ascension, l'élan spirituel. Entre les deux, les fastes triangulaires unissent la matière et l'infini. Elle incarne l'idée d'un passage, d'un pont entre deux mondes. En la construisant, les anciens auraient donc inscrit dans la pierre une image de leur cosmologie, le carré terrestre s'élevant vers le triangle céleste pour atteindre l'unité du sommet. La disposition des pyramides elles-mêmes renforce cette lecture. Les trois monuments de Gizeh, alignés comme les étoiles d'Orion, inscrivent une géométrie dans le paysage. Leur orientation, presque parfaitement alignée sur les points cardinaux, témoigne d'une précision exceptionnelle. Les bâtisseurs connaissaient l'axe de rotation de la Terre et savaient moment le traduire en architecture. Cette maîtrise de l'espace, ainsi associée à la connaissance des astres, montre que la géométrie n'était pas pour eux un outil abstrait, mais un langage reliant le ciel et la terre. Dans d'autres sites égyptiens, la même logique réapparaît. Les temples sont orientés sur les solstices. Leurs colonnes forment des alignements de proportions exactes. Leurs salles reprennent avant rendre des rapports mathématiques précis.
La géométrie traverse toute l'architecture sacrée comme une signature cachée. Les Égyptiens appelaient cela Ma'at, l'harmonie, l'ordre cosmique. Construire un temple, une pyramide, ce n'était pas seulement bâtir une demeure pour les dieux ou pour un roi défunt, c'était inscrire Ma'at dans la pierre, rétablir l'équilibre entre l'homme et l'univers. Mais dans le cas des pyramides de Gizeh, cet ordre géométrique semble dépasser le contexte pharaonique. Certains chercheurs avancent que leurs proportions traduisent des connaissances scientifiques bien plus vastes. La précession des équinoxes, la forme sphérique de la Terre, la relation entre le temps et l'espace. Les galeries internes, avec leurs angles et leurs dimensions précises, ont été interprétées comme des calendriers, des horloges astronomiques, voire comme des codages mathématiques destinés à transmettre une connaissance universelle. Ce langage secret ne se limite pas au nombre. Il se manifeste aussi dans la symbolique des formes. Le carré, le triangle, le cercle apparaissent dans l'iconographie égyptienne comme des symboles de l'ordre divin. Le carré est la terre, le triangle est la montagne ou la pyramide, le cercle est le soleil, l'éternité. En combinant ces formes dans leurs monuments, les bâtisseurs auraient voulu exprimer une vérité qui échappe aux mots, mais qui peut être reconnue intuitivement. Ainsi, même si nous avons perdu leur texte, nous pouvons encore contempler leur forme et y voir une pensée universelle. La question demeure, comment ces savoirs furent-ils acquis ? L'égyptologie classique suppose que les bâtisseurs perfectionnèrent peu à peu leur technique en observant la nature et les astres. Mais d'autres hypothèses évoquent la transmission d'un héritage plus ancien, issu d'une civilisation disparue. Peut-être ces peuples avaient-ils découvert que les proportions de la terre et du ciel pouvaient se traduire dans des formes simples. Peut-être avaient-ils choisi de les figer dans la pierre pour survivre au temps. Si tel est le cas, les pyramides ne seraient pas seulement des monuments funéraires, mais des bibliothèques géométriques, contenant un savoir condensé sous la forme de nombres et de proportions. La géométrie, en ce sens, devient une langue sans mots, mais universelle. Elle n'a pas besoin de traduction. Elle peut être comprise par quiconque connaît les formes, observe le ciel, mesure la terre. Les pyramides auraient donc été construites pour que leur message survive à toutes les langues, à toutes les écritures, à toutes les civilisations. Un message adressé au futur, inscrit dans l'ordre immuable des figures. Cette idée rejoint un sentiment que l'on éprouve en contemplant ces monuments. On sent qu'ils sont plus qu'une prouesse technique. Ils dégagent une harmonie, une justesse, une perfection qui parle directement à l'esprit. Même sans connaître leur nombre, on pressent leur équilibre. Cette résonance universelle est peut-être le vrai message des bâtisseurs. Ils savaient en sens que l'humanité oublierait les détails, mais pas la forme. Ils savaient que la géométrie, plus que les mots, défie le temps. Les civilisations oubliées, si elles ont existé, ont peut-être choisi ce langage secret précisément parce qu'il ne pouvait être effacé. Les mythes changent, les récits se transforment, les langues meurent, mais un carré reste un carré, un triangle reste un triangle, un rapport mathématique reste vrai pour l'éternité. Ainsi, en inscrivant ces proportions dans la pierre, ils ont choisi le seul langage capable de parler encore aujourd'hui, des millénaires plus tard. Dans le silence du plateau de Gizeh, la géométrie continue de parler. Chaque angle, chaque rapport, chaque alignement murmure un sens caché, et celui qui prend le temps de mesurer, d'observer, d'écouter, perçoit l'écho de cette langue perdue. Une langue qui n'a pas de mots, mais qui contient peut-être l'essence d'un savoir ancien, transmis à travers les pyramides comme un secret figé dans la pierre. Aujourd'hui, il est difficile d'imaginer le Sahara autrement qu'en mer de sable brûlant. Pourtant, dans la lente respiration de la terre, il fut un temps où les climats se succédaient, où les paysages se métamorphosaient, au gré des cycles cosmiques. Bien avant que le désert n'étende son manteau aride, l'Afrique du Nord connut des pluies, des lacs, des savanes. Mais plus tôt encore, dans un âge reculé, la planète entière était dominée par la glace. Des calottes massives recouvraient les continents, les mers s'étaient retirées, et le monde vivait sous la contrainte du froid. C'était l'âge glaciaire, un temps où les civilisations humaines, si elles existaient déjà, devaient survivre à la rigueur du climat, entre glaciers et steppes gelées. Dans cette période qui s'étendit sur des dizaines de milliers d'années, les cycles de la Terre alternaient entre glaciation et interglaciaire. Le Sahara que nous voyons sec aujourd'hui fut à certains moments un territoire verdoyant, à d'autres une terre balayée par le froid, où les vents glacés du nord descendaient jusque dans les plaines africaines. Les sédiments, les pollens fossiles, les traces laissées dans les roches confirment ces variations,
Là où l'on marche aujourd'hui dans le sable brûlant, on pouvait autrefois fouler des prairies gelées ou longer des marécages. La fin du dernier grand âge glaciaire, il y a environ 12 000 ans, bouleversa profondément la planète. Les glaciers fondirent, les mers montèrent et le climat changea brutalement. Mais avant ce basculement, pendant des millénaires, le désert lui-même connut l'influence de la glace. Les vents transportaient des poussières glacées, les pluies étaient plus fréquentes, les températures plus basses. On imagine mal aujourd'hui que des terres non qui semblent à jamais arides furent à certaines époques marquées par des climats froids, propices à des paysages que nous n'associons pas au Sahara. Si les pyramides, ou leurs prototypes, existaient déjà à cette époque, elles auraient été témoins d'un monde inimaginable pour nous. Non pas un désert immobile, mais une contrée en transformation, où les cycles climatiques remodelèrent le visage de la vallée du Nil. Ces monuments, dressés sur leurs plateaux de calcaire, auraient vu passer les pluies, les inondations, mais aussi les vents glacés venus du nord. Leurs pierres, patinées par le temps, porteraient ainsi les cicatrices non seulement du sable, mais de la glace elle-même. Les géologues parlent d'indices de trous blancs. Certains dépôts minéraux dans la région du Nil montrent des signatures d'anciens climats plus humides et plus froids, correspondant à des périodes glaciaires. Des analyses de carottes de sédiments marins au large de l'Afrique du Nord confirment que le Sahara fut à plusieurs reprises influencé par les cycles glaciaires. Dans ces temps reculés, l'Égypte était une terre changeante, parfois fertile, parfois aride, parfois froide. La mémoire de ces cycles est encore inscrite dans les strates géologiques, comme une bibliothèque silencieuse que les pierres conservent mieux que les hommes. Pour les populations humaines de l'époque, la glace représentait une frontière invisible. Loin au nord, elle modelait les climats et dictait la survie. Les hommes vivaient en groupes dispersés, nomades, cherchant les zones plus clémentes. Mais certains indices suggèrent qu'ils ne se contentaient pas de survivre. Ils observaient, bâtissaient, inscrivaient leur savoir dans des formes durables. Des sites comme Göbekli Tepe, en Anatolie, datés de plus de 11 000 ans, montrent que des communautés contemporaines de la fin des glaciations étaient capables d'ériger des monuments complexes. Si cela était possible là, pourquoi pas le long du Nil où l'eau et la pierre étaient abondantes? La question devient vertigineuse. Et si les pyramides ou leurs prototypes avaient été conçus dans ce monde glacé, avant même que le Sahara ne devienne désert? Elles auraient alors survécu à des bouleversements planétaires. Elles auraient vu le retrait des glaces, la montée des mers, l'arrivée des pluies, puis la sécheresse. Elles seraient les témoins d'un monde cyclique, où les climats se succèdent et effacent les mémoires humaines. Leur silence serait celui des survivantes d'un âge où la glace recouvrait une partie du monde, y compris les terres proches du Nil. Les mythes égyptiens, eux aussi, semblent garder l'empreinte de ces cycles. Ils parlent de destruction répétée, de renaissance de mondes engloutis puis recréés. Le Sept-Épi, la première fois, évoque une ère inaugurale, une fondation après un chaos primordial. Ce chaos pourrait bien correspondre au bouleversement de l'âge glaciaire, à la fin d'un monde effacé par la montée des eaux et par les cataclysmes climatiques. Les dieux de l'Égypte surgissant du Nuhun, l'océan primordial, pourraient être la transposition mythique du souvenir des glaces et des inondations qui façonnèrent être la Terre. La glace, dans son immensité silencieuse, a toujours été une archive. En Antarctique et au Groenland, les chercheurs extraient d'eux des carottes qui conservent des bulles d'air vieilles de centaines de milliers d'années. Ces échantillons racontent les variations de température, la composition de l'atmosphère, les rythmes des glaciations. Ils montrent à quel point la Terre change, à quel point elle respire dans des cycles que nos civilisations ne peuvent embrasser. Si les pyramides appartiennent à cette longue durée, elles sont les rares monuments humains capables de rivaliser avec ces archives naturelles. Elles aussi, par leurs érosions, leurs alignements, leur géométrie, conservent des fragments de mémoire. Imaginons alors les bâtisseurs, qu'ils soient égyptiens ou héritiers d'une civilisation plus ancienne, observant ces changements. Pour eux, le ciel et la terre parlaient saint. Les étoiles indiquaient les cycles, les pluies annonçaient les bouleversements, la glace au nord dictait le climat. Ils savaient que le monde changeait et que la mémoire fragile des hommes ne suffirait pas. Alors ils choisirent la pierre, la forme stable, la géométrie durable pour inscrire leur savoir. Si les pyramides furent érigées avant la fin de l'âge glaciaire, elles sont le message ultime de cette conscience. Le monde peut changer, mais la pierre demeure. La vision est saisissante. Des monuments nés dans un monde glacé, traversant des millénaires pour parvenir jusqu'à nous, intacts dans leur silence.
Ils auraient vu des continents changer, des peuples disparaître, des climats se transformer. Ils seraient les témoins de la glace et du désert, gardiens d'une mémoire qui échappe aux livres mais que la géologie et la mythologie laissent les deviner. Aujourd'hui, lorsque le soleil brûle le plateau de Gizeh, il est difficile de croire que la glace, un jour, dicta son climat. Mais les pierres, elles, se souviennent. Elles portent encore, peut-être, les traces invisibles de ce froid ancien. Et dans leur masse immobile, elles nous rappellent que notre histoire s'inscrit dans des cycles bien plus vastes que nos empires. Les pyramides ne sont pas seulement des monuments égyptiens. Elles sont les survivantes d'un monde qui vit la glace recouvrir le désert, puis s'en retirer, laissant place au sable et au silence. Le vent passe entre les blocs des pyramides, glisse sur les parois rugueuses, soulève la poussière du désert. Dans ce murmure, certains entendent un simple souffle, d'autres un écho plus profond, comme si la pierre elle-même cherchait à parler. Les pyramides, massives et immobiles, ne livrent aucun texte, aucun récit clair. Pourtant, elles semblent contenir un langage secret, que l'on peut percevoir, si l'on apprend à écouter autrement. Les pierres, silencieuses, disent donc des choses que les mots n'expriment pas. Elles portent en elles la mémoire de l'eau, du sable, des astres et des hommes, un savoir qui se transmet non par l'écriture, mais par la permanence de la matière. Écouter les pierres, c'est d'abord regarder leurs cicatrices. Chaque fissure, chaque strie est une phrase inscrite par le temps. Le sphinx, rongé par des pluies anciennes, raconte l'histoire d'un climat oublié. Les assises inférieures de la grande pyramide, usées par l'humidité, murmurent bas le passage de fleuves disparus. Les blocs de granit poli, aux surfaces étonnamment lisses, témoignent de gestes techniques que nous ne savons plus reproduire. Ces marques sont autant de voix, effacées mais présentes, qui racontent non seulement la vie des bâtisseurs, mais aussi celle de la terre elle-même. Écouter les pierres, c'est aussi contempler leur géométrie. Les pyramides ne sont pas des masses chaotiques. Elles incarnent des proportions exactes, dont des correspondances mathématiques. Elles disent l'importance des nombres, l'harmonie cachée de l'univers. En observant leurs rapports, on perçoit le langage de P, de F, des cycles célestes. Les bâtisseurs ont peut-être voulu que la géométrie devienne une écriture indestructible, une archive éternelle que même la disparition des langues ne pourrait effacer. Dans ce sens, les pierres parlent en silence à travers les formes et les rapports qui défient tout le hasard. Mais il faut aussi entendre ce que disent les pierres par leur disposition. Les 3 pyramides alignées, comme les étoiles d'Orion, placées au bord du Nil miroir de la Voie lactée, inscrivent une histoire cosmique dans le paysage. Elles ne disent pas seulement la puissance d'un roi, mais l'union du ciel et de la terre. Leur langage est celui des correspondances, des reflets. En les contemplant, on comprend qu'elles ne furent pas bâties au hasard. Elles expriment une volonté d'ancrer la mémoire humaine dans la carte céleste, de faire dialoguer la terre et les étoiles. Les pierres parlent aussi par leur silence. Elles n'expliquent rien, ne justifient rien. Elles sont là, massives, indifférentes au débat. Ce mutisme est une forme de parole. Il nous force à questionner, à douter, à chercher. Contrairement aux textes qui dictent une vérité, les monuments n'imposent rien. Ils laissent place à l'interprétation. Leur message n'est pas un récit clos, mais une énigme ouverte destinée à éveiller la curiosité et la mémoire. En ce sens, leur parole n'est pas une réponse, mais une question éternelle. Écouter les pierres, c'est aussi percevoir la continuité des hommes qui les ont approchés. Les ouvriers, les prêtres, les voyageurs, les conquérants, tous ont laissé leurs traces. Les graffitis anciens dans les couloirs, les restaurations maladroites, les mutilations volontaires sont des strates ajoutées à la voix des blocs. Chaque génération a entendu autre chose dans leur silence, tantôt des tombeaux, tantôt des observatoires, tantôt des énigmes sacrées. Le message des pyramides change avec celui qui écoute. Mais il reste toujours une impression d'étrangeté, comme si la vérité échappait à chacun. Certains chercheurs affirment que les pyramides ne furent jamais des tombes, mais des machines symboliques, conçues pour transmettre un savoir. Si cela est vrai, alors leur langage n'est pas seulement géométrique ou astronomique, mais initiatique. Elles parleraient à ceux qui savent écouter, qui savent voir au-delà des apparences. Leurs galeries étroites, leurs chambres cachées, leur conduite vers les étoiles seraient autant d'étapes d'un parcours spirituel, une initiation gravée dans la pierre. Dans ce sens, écouter les pyramides, c'est entrer dans un voyage intérieur, où l'architecture devient un guide vers une connaissance plus profonde. Les pierres parlent aussi par ce qu'elles taisent. Elles ne révèlent rien des outils utilisés, des techniques précises, des visages des bâtisseurs. Ce silence est une leçon.
Il nous rappelle que toute mémoire est partielle, que l'histoire est faite autant de ce qui survit que de ce qui disparaît. En se taisant, les pyramides nous montrent l'importance de l'oubli. Elles disent « Ce que vous ignorez fait partie du message ». Leur énigme est donc une part intégrante de leur langage. Peut-être est-ce cela que les anciens avaient compris, que la mémoire la plus durable ne se trouve pas dans les mots, mais dans la pierre. Les textes brûlent, les langues meurent, mais un bloc de calcaire résiste au siècle. Les pyramides, tentées par leur masse, sont devenues si peut-être des bibliothèques minérales. Elles ne contiennent pas de rouleaux, mais leurs proportions, leurs alignements, leurs cicatrices sont autant de pages. Lire ces pages demande de l'attention, de la patience, une écoute qui dépasse la logique immédiate. Dans ce silence, le désert devient une salle de lecture. Le vent tourne les pages invisibles, le soleil souligne les ombres, la nuit révèle les correspondances avec les étoiles. Les pyramides parlent à qui accepte d'écouter autrement. Elles n'offrent pas un récit linéaire, mais une résonance, une intuition, une impression d'ordre caché. Leur langage est celui du temps, des cycles, de l'harmonie universelle. Alors, que disent-elles vraiment ? Elles disent de peut-être que nous ne sommes pas les premiers, qu'avant nous, d'autres ont regardé les étoiles, ont craint les déluges, ont cherché à défier l'oubli. Elles disent que le monde change, que les glaces avancent et reculent, que les mers montent et submergent, mais que la pierre demeure. Elles disent que la mémoire n'est pas dans les récits officiels, mais dans les traces silencieuses que nous laissons. Écouter les pierres, c'est finalement écouter le temps lui-même. C'est reconnaître que notre histoire est un fragment et que l'essentiel nous échappe encore. Les pyramides ne nous donnent pas de réponse, mais elles nous apprennent à écouter les questions inscrites dans le silence. Elles sont le murmure d'un monde disparu, le langage d'une mémoire plus vaste que la nôtre. Dans le plateau de Gizeh, lorsque le vent s'apaise et que la nuit tombe, on peut presque entendre ce langage. Les étoiles se reflètent dans le Nil, les ombres des pyramides s'allongent et la pierre garde son secret. Mais à qui sait écouter, elle dit assez pour comprendre que l'énigme n'est pas destinée à être résolue. Elle est destinée à durer, à rappeler que derrière l'histoire visible, il y a toujours une mémoire invisible. Et cette mémoire, ce sont les pierres qui la portent.